Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Lundi Santé sur votre coup commune. On dit souvent que ceux qui souffrent bien de la sinusite peuvent également développer de l'asthme ou vice-versa. La sinusite et le rhume, beaucoup de personnes confondent ces deux maladies. Est-ce qu'elles sont les mêmes choses? C'est quoi la sinusite? Est-il vrai que celui qui développe la sinusite peut faire de l'asthme? Quel est le lien? On en parle avec notre invité, Dr Félicien Edou, qui est déjà installé. Je le retrouve et puis les échanges peuvent démarrer. À tout de suite. Félicien Edou, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour mademoiselle Toboula. Vous allez bien ce matin? Je me porte très bien. D'accord. Alors, nous voulons parler, je ne veux pas dire de plusieurs maladies à la fois, mais c'est parce qu'il y a certainement un lien, vous allez nous édifier là-dessus. Alors, on va commencer déjà par nous intéresser à la sinusite avant d'en venir à l'asthme et évoquer le lien entre ces deux maladies. La première question, vous la connaissez déjà, c'est de nous présenter concrètement cette maladie. C'est quoi la sinusite, docteur Edou? Merci beaucoup pour le thème du jour. Si je dois donner une définition simple, comme d'habitude, de la sinusite, je dirais simplement que c'est une inflammation des sinus. Alors, ce qui nous amène à demander c'est quoi un sinus? Un sinus, ouais. Alors, un sinus, c'est une cavité simplement qui se situe au niveau de la face. C'est des petits trous que Dieu a fait dans les os de la face qui permettent d'aérer la boîte crânienne. Donc, ça permet de faire entrer l'air et sortir l'air au niveau de la boîte crânienne. C'est où, ici? Et on va y revenir sur les endroits où ça se situe, les sinus, parce que nous avons au total 4 paires de sinus. Ok. Donc, de façon symétrique, droite et gauche, au niveau de la face. Alors, si je dois aborder en même temps les différents types de sinus, alors, vous devez savoir que on ne naît pas avec tous les sinus. Il n'y a qu'un seul sinus, ou je vais dire deux sinus, comme c'est pair, que c'est deux, de façon symétrique. On est avec seulement deux sinus, qui est le sinus ethmoïdal, qui se situe généralement entre les yeux. Là. Entre les yeux. D'accord. Donc, les os, Donc, quand il y on prend a des les os. sinus ici, c'est ça? Voilà, les sinus de ce là, côté-ci, il y a entre des les yeux. sinus. Voilà. Ça descend certainement. Bon, c'est des trous, tout simplement, qui sont des là. trous. Des trous Ok. qui sont là, au niveau entre les yeux. Et ça, c'est lequel on est avec. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a l'apparition des autres sinus progressivement. Alors, lorsque vous vous retrouvez entre 3, 4 ans, donc ça va apparaître généralement je vais dire, 4 à 5 ans, vous allez le sinus maxillaire qui va apparaître. Le sinus maxillaire se retrouve au niveau des pommettes. Là. Ah, il y a des sinus juste au niveau des pommettes là? Au niveau des pommettes. Ah bon? Donc, il y a des façons symétriques. Quand on grandit. Quand on grandit, que ça apparaît. Ensuite, lorsqu'on dépasse 5 ans, on peut maintenant avoir 5 ans à 10 ans, on peut maintenant avoir les sinus frontaux qui sont déposés au niveau du front de façon symétrique. Et en dernière position, qui apparaît à la puberté, c'est les sinus sphénoïdaux. Généralement, ces deux sinus-là, on ne les voit pas, mais parce qu'ils sont retrouvés en arrière de l'œil. En arrière de l'œil. Donc, l'orbite, l'œil, on voit l'orbite là, mais en arrière, il y a encore deux trous qu'on appelle les sinus ethmoïdaux et sphénoïdaux. Et ça, on l'a à partir de quel âge? À la puberté. À la puberté. Voilà. D'accord. Okay. Voilà les différents types de sinus. Donc, au total, on a 4. Et c'est selon maintenant ce qui va se passer au niveau des 4 qu'on aura les signes qui va varier d'un niveau à un autre. Ça dépend de si c'est maxillaire, si c'est ethmoïdal, si c'est ainsi de suite. Donc, on aura les signes qui seront. Mais, pratiquement, les signes se ressemblent. Juste que c'est l'emplacement que vous aurez mal qui sera un peu différent selon la localisation. Vous avez dit qu'on inhale l'air à travers les sinus, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Mais ceux qui se retrouvent derrière l'œil, là, on inhale toujours l'air avec ça? Il y a toujours l'air qui entre et qui sort dedans. Ah bon? Oui. Derrière les yeux, là? Voilà. Donc, vous devez savoir que tous les 4 paires de sinus, oui, généralement, ont une membrane qui tapisse l'intérieur, qui est identique aux membranes qui sont au niveau du nez. Et tous ces sinus communiquent avec le nez. C'est ce qui fait que quand vous faites entrer l'air par le nez, ça rentre également dans tous les 4 sinus et ça ressort.
Donc là, j'inspire profondément. Donc tous les cas de sinus sont aérés, prennent l'air là. prennent de l'air. Ah, d'accord. Et c'est lorsqu'il y aura un sinus qui ne va pas réussir à prendre de l'air, Oui. et qu'il y a quelque chose qui va bloquer l'entrée de ces airs et sortir, c'est là que ça va provoquer maintenant une accumulation à l'intérieur de ces sinus, et c'est ça qui va bloquer la sinusite. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est une inflammation de ces sinus qu'on vient de présenter aux téléspectateurs. Voilà. Comment se produit concrètement cette inflammation-là? Alors, si on doit expliquer comment ça se produit, ça peut partir d'un simple rhume ou une situation donnée ou quelque chose de naissance qui serait à l'origine. En fait, j'ai dit que tous les sinus communiquent avec les fosses nasales. Oui. Alors, lorsque c'est un peu humide, les canaux qui permettent de drainer, qui communiquent entre le nez et tous les sinus, vont permettre alors d'évacuer les mucus qui s'accumulent au niveau de ces sinus, au niveau des narines, et que vous allez les éliminer par les narines. Donc, quand l'adulte sent qu'il y a quelque chose qui bloque là, il essaie de se moucher, il va drainer toute la composition de ces sinus-là, et ça va passer facilement. Mais ça peut arriver dans une situation que la paroi de ces canaux-là vont prendre plus de volume. À ce moment-là, ça va diminuer les calibres de ces canaux, et là, il n'y aura pas facilement le passage de ces mucus-là qui va traverser, quitter les sinus pour se déverser dans les fosses nasales. Alors là, il y aura donc là une accumulation de ces mucus à l'intérieur des sinus. Oui. Alors, normalement, les mucus ne devaient pas se retrouver là accumulés. Mais malheureusement, ça s'accumule dû au fait qu'il n'y a plus de canaux ou bien c'est bouché qui ne ramènent pas les mucus là. Les bactéries qui sont dans ces sinus vont alors commencer par se multiplier. Ok. Alors, lorsque la multiplication devient une quantité importante, là, ça va provoquer alors une inflammation. En provoquant une inflammation, vous avez alors ce qu'on appelle la sinusite. D'accord. Voilà comment le processus se met en place. Il faut une situation qui va alors bloquer les canaux qui vont drainer les mucus vers les fosses nasales et les bactéries qui sont présentes, normalement inoffensifs. Quand eux trouvent du mucus, alors eux ils se multiplient, ils deviennent une quantité importante et ils deviennent maintenant agressifs par rapport à la paroi des sinus. Et là, c'est ça qui va créer l'inflammation et c'est ça qui va provoquer la sinusite. D'accord. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un rhume. Est-ce que la sinusite et le rhume sont la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Ok. Ce n'est pas la même chose. J'ai juste donné un exemple de qu'est-ce qui pourrait peut-être plus bloquer les canaux qui vont faire sortir le mucus des fosses nasales. Au cours du rhume, quand on fait un rhume, ce sont les sinus qui sont bloqués aussi, non? Non, pas forcément. Ça peut être juste une rhinite au niveau des fosses nasales, tout simplement, qu'il y a un problème, pas au niveau des sinus. Donc, en partant des fosses nasales, un rhume que vous avez chopé peut juste se localiser au niveau des fosses. On va y revenir sur les causes. Et là, maintenant, ça va migrer maintenant pour boucher la paroi des canaux. Les mucus qui doivent être normalement drainés de façon permanente au niveau des fosses nasales ne sera plus et ça va s'accumuler au niveau des sinus. C'est ça qui peut provoquer maintenant une sinusite. Mais les manifestations sont les mêmes. Les manifestations seront les mêmes, mais un rhume d'abord sans sinusite peut ne pas avoir les mêmes symptômes qu'une sinusite. Parce que ce n'est pas que c'est tout le monde qui va développer la sinusite. Vous faites un simple rhume qui va passer en 1, 2, 3 jours simplement, alors que quelqu'un qui me fait sinusite là, ça fait pas 1 semaine, 2 semaines, même 3 mois. Donc c'est ça en fait, c'est ça la différence. Un simple rhume peut être à l'origine d'une sinusite, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours donner une sinusite. Une sinusite. Non. D'accord. Alors, on a combien de formes de sinusite? Alors, si dans la physiopathologie, dans la façon dont ça s'installe, dont je décrivais, je prenais l'exemple d'un simple rhume qui est arrivé selon un virus peut-être et qui a amené qu'il y a une congestion au niveau des fosses nasales et ça a bouché les canaux qui doivent drainer les liquides vers l'extérieur. Alors les bactéries vont commencer par se multiplier dans le mucus qui s'accumule dans les sinus et là ça va provoquer une sinusite. Là on parle de sinusite aiguë. Donc c'est la première forme. On parle de sinusite aiguë. Donc, alors lorsque la personne fait 2, 3 fois les mêmes choses au cours d'une année, on dit qu'il fait des sinusites récidivantes. Ça, c'est la deuxième forme. Lorsque la sinusite, elle est là, et que la personne ne traite pas, ou peut-être essayer de traiter, mais pas avec les moyens thérapeutiques qu'il faut, et ça reste permanemment jusqu'au-delà de 3 mois, on dit que la personne fait désormais maintenant une sinusite chronique. D'accord. Et généralement, les sinusites chroniques, c'est des sinusites aiguës, mal traitées, ou non traitées, ou des sinusites d'origine allergique. On va y revenir au niveau des causes, vous allez comprendre
Parce que si l'allergie est là et que ça entretient votre sinusite, ça va durer au-delà de 3 mois. Ce qui fait qu'on va vous classer dans les sinusites chroniques. Donc, en fait, moi, je résume, si je dois résumer, c'est que la chronique, c'est que vous avez fait une sinusite aiguë, vous n'avez pas traité, vous avez fait une sinusite, la deuxième là, récidivance, vous n'avez pas Pas traité. forcément. Pas forcément. Non. Okay. On peut parler mais ça part de l'aigu, tout au moins. Sur 3 mois, vous avez la forme chronique. Ok, d'accord. Maintenant, venons-en aux causes, puisque c'est les causes qui vont nous permettre de comprendre mieux la chose. Les causes. Alors, les causes, j'aurais préféré peut-être qu'on parle d'abord des signes. Parce que si je parle des causes... Sans les signes... Voilà, les signes, là, les causes, là, ça va vous permettre de comprendre pourquoi il y a signe, pourquoi il y a signe. Ok, d'accord. Alors, allons-y par revenons sur les signes. Alors, généralement, dans les sinusites, c'est la douleur qui est caractéristique. Oui, ça va jusqu'au cerveau. Voilà, ça fait un peu mal. C'est tout comme si vous avez pris de l'eau dans vos narines et puis ça fait super mal. Voilà. Donc, lorsque les sinus sont comblés et qu'il y a des pus qui s'accumulent à l'intérieur, des muques qui s'accumulent, les bactéries vont se multiplier. L'organisme va essayer de se défendre en envoyer des cellules ou des polynucléaires et autres pour essayer de régler le problème. Et l'assemblage là va former des pus. Alors, quand ça se retrouve au niveau des sinus, là, ça va provoquer une sensation de pression. C'est ça qui est l'origine de cette douleur que nous ressentons. Alors, cette douleur va dépendre de l'emplacement de la sinusite. Alors, si vous avez des sinusites frontales, vous allez voir que c'est plus au niveau du front que vous avez cette douleur. Quand c'est sinusite maxillaire, vous allez voir généralement que c'est au niveau des pommettes que la douleur là s'est localisée le plus. Et quand c'est ethmoïdal, vous allez voir que c'est au niveau de l'œil, généralement, parce que ça se situe entre les yeux. Et là, on coule des larmes. Et vous allez couler des larmes en permanence, parce que ça dérange. Maintenant, la forme la plus grave, quand c'est sphénoïdal, c'est que ça peut vous créer des problèmes de vision, ça peut vous créer des problèmes, l'œil peut se gonfler et sortir de son orbite parce que c'est en arrière de l'œil. Ça, c'est la forme la plus dangereuse. D'accord. Alors, en dehors de ça, vous pouvez avoir, comme je le disais, une congestion du nez, avec le nez qui coule, avec le pus qui sort du nez. Vous pouvez avoir maintenant la fièvre qui va s'associer parce que lorsque les bactéries se multiplient, à un moment donné, ça va provoquer ce qu'on appelle de l'hyperthermie. Donc, ça va donner de la fièvre à la personne. Si la fièvre s'installe, vous allez voir tout ce que vous ressentez. Si c'est d'origine, par exemple, grippale, la fatigue, courbature, fièvre, maux de tête, céphalée, tout. Et tout s'installe de façon pêle-mêle lorsque vous vous retrouvez face à un élément, si c'est des grippes qui est l'origine. Maintenant, selon les autres types qu'on va y revenir, vous allez mieux comprendre, selon les différents types, quels signes ça pourrait amener. Alors, comme je le disais, vous avez, la douleur peut être, en fait, au niveau de l'œil, vos yeux vont couler des larmes. Oui. Vous pouvez avoir une douleur atroce au niveau des larmes, vous pouvez avoir un trouble de vision, ou carrément même là, l'œil sort complètement de l'orbite, comme je l'ai dit. Donc, ça va vous faire très, très, très mal. Et parfois même, cette douleur-là va s'aggraver lorsque vous faites des mouvements. Lorsque vous faites une antéflexion, c'est-à-dire vous fléchissez vers le sol, vous allez sentir comme si les sinus là, ça battent comme les battements du cœur. Ok. Ça fait des battements. Donc, ça veut dire qu'il y a assez de pus dans les sinus et que si ce n'est pas évacué, ça risque de ne pas vite s'améliorer. Et ça va empiéter sur vos activités, ça va empiéter sur votre journée, le quotidien, et vous allez vous retrouver avec un simple sinusite, vous allez vous retrouver couché. Parce que si vous n'arrivez pas à se déplacer, parce que ça fait très mal, vous n'arrivez pas à faire les activités, vous allez vous retrouver à faire des activités, peut-être si vous avez la chance. Encore que lorsque la vision est atteinte, vous allez vous retrouver, même si vous avez votre téléphone, vous ne pouvez pas regarder seulement l'écran. Parce que les lumières vont vous déranger, ça va vous faire très mal. Alors, vous pouvez avoir maintenant une perte de l'odorat. Donc, vous n'arrivez plus à sentir le goût parce que les sinus, là, c'est eux qui permettent de faire entrer tout ça là, au niveau du cerveau pour envoyer les signaux au cerveau pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils ressentent. Mais malheureusement, tous ces sinus sont bouchés. Là, vous n'avez plus les sensations là, au niveau des repas, au niveau de ce qui vous entoure, vous n'arrivez plus à sentir ces goûts. Ça peut arriver, vous allez voir les gens qui ont des mauvaises haleines. Alors, ça cause aussi la mauvaise haleine. Parce que c'est du pus qui s'accumule à l'intérieur des sinus et les pus, ça sent. Donc, la personne même sent déjà que ça sent l'odeur pourrie à l'intérieur. Quand il respire, quand vous êtes à côté de lui, quand
l'air la sort, mais vous sentez que l'odeur là, elle n'est pas bonne. Enfants, ils disent que c'est souvent... Et là, on voit. Je ne vais pas rentrer dedans. Ah. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est du pu? C'est du pu. D'accord. C'est simplement du pu. Si on évacue le pu, et on va revenir avec aucun mot sur le traitement. Si on évacue le pu, vous allez voir que tout rentre dans l'ordre et puis les mauvaises haleines et puis les mauvaises odeurs disparaissent spontanément. Donc en fait, c'est le pu qui s'accumule dans les sinus là. Quand la personne respire, ça sort les odeurs du pu et c'est ça qu'on ressent. Mais quand on se mouche, ça sort pas? Ça ne peut pas toujours sortir parce que ça dépend de l'épaisseur du mucus et ça dépend de la taille du canal qui va devoir vous aider à sortir. Extraire cela. Okay. Ça. Donc vous allez voir parfois quand vous forcez, vous avez très mal au niveau de la fosse nasale que vous forcez pour que vous sortiez le mucus. Parce que si le calibre est très très petit que vous voulez forcer à sortir, ça ne va pas sortir. Donc il faut un moyen de traitement pour d'abord dilater un peu. Et si on procède par la bouche alors? On peut sortir par la bouche? Oui, si vous sous forme de glaire? Oui, si vous réussissez à sortir aussi par la bouche. Parce que tout dépendra forcément du calibre de ces canaux-là. Parce que si ça ne s'ouvre pas, vous aurez du mal même à sortir. Vous allez tout essayer, vous allez sentir que c'est là, mais ça ne sort pas. Okay. Donc il faut des moyens d'abord pour dilater ces canaux. Quand on dilate ces canaux, ça coule facilement de lui-même et que vous pouvez vous moucher, vous pouvez sortir ça de façon très simple. Alors, en dehors de ça, vous pouvez avoir des difficultés à avaler. Bon, ça c'est quand ça va être d'origine pharyngée, c'est-à-dire que c'est un virus ou une bactérie qui s'est localisée au niveau de la gorge, qui est à l'origine de tout ce tableau-là qui s'est mis en place. Vous allez pouvoir voir. Un peu comme le corona. Comme j'avais le corona, c'était compliqué. C'était compliqué de manger. On n'avait même pas l'odorat. Enfin, on ne sentait pas les odeurs. Avaler fait souvent mal aussi des fois. En tout cas, ça, c'était moi, la forme que j'ai eu à développer. Je ne sais pas si les autres ont eu la même chose. En dehors de ça, vous pouvez avoir des difficultés à respirer, à accepter l'air qui rentre. C'est-à-dire, l'air, vous respirez, l'air qui rentre là, ça vous fait encore mal. Ça rentre un peu trop. Parce que les canaux sont ouverts. Ouverts ou peut-être fermés, ou bien peut-être quand c'est trop frais, l'air qui rentre dedans, ça vous dérange. Donc, quand vous avez ces sensations-là, sachez simplement que vous avez de la sinusite. Alors, chez l'enfant, comme je le disais, dans les sinus, au niveau des sinus ethmoïdaux, autour de 3 à 4 ans, alors là, chez l'enfant, vous avez une fièvre qui est très très élevée. Ça va franchir 39 à 40 degrés. Et vous avez l'enfant qui est totalement fatigué, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à s'amuser comme cela se doit, qui respire toujours la bouche ouverte. Et vous voyez que là l'enfant, ça ne va pas, il ne se porte pas du tout bien. Ou vous avez l'enfant qui a un œil qui commence par se gonfler, comme je vous ai dit que c'est au niveau entre les yeux. Oui. Si le pus devient beaucoup trop, ça peut commencer par pousser l'œil de son orbite. Et c'est souvent peut-être unilatéral, un seul œil qui commence par grossir. Et là, vous devez savoir qu'il y a ces sinus-là, il y a du pus qui s'accumule dedans. Et ça peut être fatal, ça peut être grave, dangereux pour l'enfant si rien n'est vite fait pour évacuer ces pus-là au niveau des sinus. L'enfant peut avoir une difficulté ou perdre son œil à la longue. Donc, c'est très important. D'accord. Alors, lorsqu'on revient au niveau du sinus maxillaire, qui est au niveau des pommettes, comme je le disais, chez l'enfant, généralement, c'est le plus fréquent chez les enfants. C'est le plus fréquent chez les enfants. Alors, l'enfant va tousser avec une toux qui est très grasse, mais comme il n'arrive pas peut-être à sortir, vous allez sentir que c'est gras et qu'il faut faire quelque chose pour l'aider à sortir ces sécrétions-là. Ou ça va le sentir, le nez va totalement se boucher, ou l'enfant peut vous dire que maman, j'ai mal à la tête parce que, en fait, pour lui, il a mal à la face. Mais il assimile là à la tête. Il va dire que maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal au visage. Pour un enfant qui est déjà plus habile, qui peut déjà dire exactement là où il a mal, il va vous dire qu'il a mal au niveau des pommettes. Là, vous sentez qu'au niveau des sinus maxillaires, il y a quelque chose. Le nez va couler, ce qui sort généralement est jaunâtre, parce que c'est déjà du pus. Et l'enfant, quand il dort, il peut ronfler. Quand l'enfant respire, vous pouvez sentir de mauvaises odeurs, que ça, là, l'odeur, là, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, ça peut être à l'origine, ça peut être une sinus maxillaire. Alors, le sinus frontal qui va apparaître autour de 10 ans, là, il faut... Comme c'est déjà des grands enfants qui peuvent parler, il va te dire clairement qu'il a mal au niveau du visage, qu'il a au niveau du front, qu'il a les maux de tête, qu'il a l'impression que sa tête va tomber quand il essaie de se rabaisser. Là, il faut savoir qu'au niveau de... Là, ça peut être les sinus frontaux qui sont un peu inflammés et qu'il faut aussi également faire vite pour traiter parce que si l'enfant doit aller à l'école, s'il se retrouve avec ça,
ça va empiéter sur ses activités scolaires. Il faut vite fait pour le soigner parce que lorsque ça va devenir chronique, l'enfant même n'a plus cette facilité de vivre, d'être épanoui, parce que chaque fois, lui, il doit être tout le temps en train de se moucher, il doit être en train d'avoir rhume, il doit être en train de rester à la maison chaque fois pendant que ses collègues, ses amis sont en train de s'amuser, aller à l'école, etc. C'est difficile pour lui-même, donc il faut que les parents y veillent et on va revenir sur les causes et on va voir qu'est-ce qui peut amener ces enfants-là à avoir indépendamment de leur volonté. Oui, allons-y, les causes. On partait de là, vous avez préféré commencer par ce développement pour mieux comprendre voilà. les causes. Donc, on y est. Alors, pour les causes, toute situation qui peut amener au blocage des canaux qui vont drainer le mucus des sinus vers les fosses nasales va alors donner une sinusite. Donc, ces situations-là, nous allons les aborder un à un et revenir sur pourquoi ça va faire que c'est peut-être aigu, ça va faire peut-être que c'est chronique, pourquoi ça va donner autant de douleurs ou pas, de fièvre, et là, on va mieux comprendre. Alors, le premier groupe, c'est les causes infectieuses. Comme vous le savez déjà, un simple grippe, un rhume ou une rhinopharyngite, surtout chez les enfants, qui est le plus facile parce que les enfants, surtout, on adore les donner des trucs frais, on adore les exposer au ventilateur ou brassé ou à la climatisation, et facilement ça développe les bactéries au niveau de la gorge de l'enfant, ou les virus, ça se multiplie facilement, et du coup ça va donner une pharyngite, une rhinite ou une rhinopharyngite à l'enfant, et voilà l'origine d'où est parti le problème. Ça va donner une congestion nasale et les canaux qui vont, parce que le nez qui a une congestion, c'est le nez là qui reçoit les canaux qui drainent le mucus des sinus vers les fosses nasales. Du coup, ça va faire une inflammation de tout au niveau de la cavité et au niveau des fosses nasales. Et ça va également tuméfier les canaux qui s'abouchent à ces fosses nasales. Et ça va bloquer le passage du mucus au niveau des sinus vers les fosses nasales. Et là, ça va être à l'origine de l'accumulation de ces mucus dedans. Et ça va provoquer et la douleur et la fièvre chez ces enfants. Ces enfants-là, d'accord. Alors, c'est la même chose avec l'adulte. Si l'adulte est déjà... On va y revenir sur les facteurs génétiques là, qui a déjà ces problèmes-là depuis la naissance et qu'il grandit avec, il vit avec un simple groupe rhume, ça peut être à l'origine directement de sinusite. Alors, cela ne veut pas dire qu'un enfant fait une pharyngite ou un adulte fait une pharyngite, une dysphagie et autres, que c'est déjà qui va faire la sinusite. Non, pas nécessairement. Alors, en dehors de ça, il y a... Bon, quand il y a du grippe, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des champignons au niveau des fosses nasales qui peuvent être à l'origine du déclenchement de ces sinusites-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des bactéries qui ne sont pas offensives. Qui sont déjà offensives dans les sinus. C'est lorsqu'il y a l'accumulation de mucus que cela donne maintenant la multiplication de façon anarchique de ces bactéries et qui va maintenant déclencher tous les problèmes qu'on a au niveau des sinus. Alors, il y a une maladie héréditaire ou génétique, je vais dire, que la personne naît avec, on appelle ça la mucoviscidose. La mucoviscidose, voilà, j'y arrive. C'est pas la sinusite? Non, ce n'est pas la sinusite. C'est une maladie qui, dans son expression, altère les cellules des parois qui tapissent les sinus. Du coup, également la paroi qui draine les canaux, il y a une anomalie de ces cellules-là. Du coup, il y a un défaut de... En fait, les cellules devaient permettre à ce que les mucus quittent là-bas, viennent les fosses nasales. Donc, dans la construction de la paroi de ces fosses nasales, il y a une anomalie. D'accord. Du coup, il n'arrive pas à assurer le rôle de drainage des mucus vers les fosses nasales. Du coup, la personne fait en permanence des sinus. Donc, il y a une accumulation de mucus dans les sinus. Donc, il fait en permanence des sinus. Donc, c'est une maladie, mais à conséquence sinusienne. D'accord. Alors, en dehors de ça, j'ai parlé des sinus maxillaires. Oui. Le maxillaire, c'est l'os qui porte les dents du haut. Les dents du haut sont alignées sur le maxillaire. Et c'est dans l'os là qu'il y a ces trous là. Lorsque quelqu'un développe un abcès dentaire, en fait, il fait une carie. Généralement, chez nous, si on ne consulte pas les dentistes, on ne fait pas des visites systématiques, on ne fait rien. Certains consultent. Bon, oui. Généralement, quand ça s'aggrave. Quand ça s'aggrave, voilà, il y a des gens qui font quand même le bilan. C'est là que je viens en venir. Systématiquement, non. Il faut arriver à un stade où c'est déjà avancé et ça forme trop là. Lorsque quelqu'un développe un abcès dentaire, directement avec les sinus maxillaires. Donc, ça peut être juste un abcès dentaire qui devient
une sinusite. Une sinusite. Donc les bactéries là vont atterrir les sinus et puis voilà comment se développe une sinusite maxillaire, à cause d'un abcès dentaire. Alors, il peut y avoir également des causes mécaniques. Quand on dit cause mécanique, ça peut arriver lors d'un accident ou de façon naturelle, il est né avec. Au niveau des cloisons nasaux là, il y a une déformation, ce qui ne permet pas que l'air entre facilement et ressort facilement. Donc, il y a une altération de ce niveau-là qui va faire que il n'y aura pas une bonne communication entre les sinus et puis les fosses nasales. Et du coup, il y aura plus de pus qui s'accumulent, des sécrétions qui s'accumulent dans les sinus. Au lieu de drainer, ça ne va pas réussir à drainer. Et là, la personne, au même moment, la personne fait aussi des rhinites souvent parce que l'air ne rentre pas, ne sort pas facilement. Les cellules qui sont au niveau de ces cloisons-là ont des difficultés à assumer leur rôle normalement. Du coup, c'est à l'origine des rhinites, et ça rentre dans les sinus également parce que les sinus également ont du mal à drainer les mucus vers les fosses nasales. Du coup, ça développe une sinusite à cause de cette déformation au niveau du nez. D'accord. En dehors de ça, le grand groupe que je reviens, c'est l'allergie. Alors, vous devez savoir que c'est la partie la plus difficile et qui va faire un lien avec l'asthme parce que tout ce qui est allergie respiratoire peut donner une sinusite. Alors, il y a... Bon, je vais essayer de se catégoriser. Il y a au niveau des rhinites allergiques, comme je le disais, au niveau du nez d'abord. Au niveau du nez, ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques à plein de choses. Hein. Ça peut être une poussière, ça peut être l'odeur forte, ça peut être des parfums, ça peut être des déodorants qui irritent facilement leur nez et qui déclenchent directement une rhinite. Et de là, vous pouvez vous retrouver avec une sinusite. Ça peut être des gens qui aiment fréquenter la piscine. Alors, vous devez savoir que les eaux de la piscine sont traitées avec des substances chlorées. Oui. Alors, il y en a des gens qui sont allergiques au chlore. Chlore. Et quand ils vont se baigner dans les piscines, quand ils finissent, ils se rendent toujours avec une rhinite. Ils développent toujours une sinusite après. Donc, il faut absolument surveiller son corps. Si une fois vous êtes lavé, vous êtes baigné dans une piscine, et qu'après vous êtes enrhumé, ça veut dire que simplement que vous ne supportez pas le chlore. Il vaut mieux ne plus aller se baigner dans les eaux. Mettez vos baignoires à la maison et il faut vous baigner dedans. Encore qu'il y a de ces dispositifs-là pour aider les enfants, les dispositifs faits en caoutchouc, je ne sais pas trop, quand on a trop la matière, vous pouvez mettre l'eau dedans. Et puis, vous avez la piscine chez vous déjà. Voilà. L'essentiel, c'est de se retrouver dans l'eau. Même dans une bassine, là, c'est piscine. Voilà. Allons-y. En dehors de ça, il y a ceux qui fument. Naturellement, vous savez que j'ai dit qu'il faut ça, l'air entre dans les sinus. Alors, les gens qui fument et qui envoient directement l'air dedans et qui gardent dedans et qui ressortent ça par les narines, ça traverse toutes les sinus. Donc, les quatre Oui, ça rentre dans tous les quatre sinus. Du coup, quand ça rentre dans les sinus, si malheureusement vous avez peut-être une malformation peut-être, ou une déformation, ou peut-être même simplement ce fumeux-là toxique, parce que c'est toxique qui rentre dans les sinus, ça altère la paroi des canaux, là, et puis la personne va faire tout le temps des sinusites. D'accord. Donc, il faut que les gens y veillent. Alors, en dehors de ça, j'ai déjà cité les parfums, les déodorants, tout ce qui est parfumé. Si vous êtes allergique à ces éléments-là, sachez que si vous ne savez pas faire, vous allez développer de la sinusite. D'accord. Alors, l'hérédité, qu'en est-il avec la sinusite? Est-ce que les sinusites sont héréditaires? Alors, si je dois revenir sur l'aspect là, en fait, il faut savoir que les sinusites, généralement, viennent sur un terrain atopique. Quand on dit un terrain atopique, c'est-à-dire que c'est la partie héréditaire de la situation, c'est ça. Il y a des familles qui font une réaction exagérée à des éléments de l'entourage, qui ne devraient pas être le cas. Vous prenez juste un parfum, quand ça rentre dans une narine, c'est foutu pour toute la journée. C'est-à-dire qu'il fait une réaction exagérée au parfum, ceux qui ont de odeurs fortes en général. Et là, on dit que ces gens de personnes sont atopiques. Et ça, là, c'est héréditaire. Ok. Alors, comme c'est héréditaire et qu'un enfant ou quelqu'un se retrouve avec ces gènes-là de sa famille, il va faire une réaction exagérée à tout ce qui l'entoure et développer également même la sinusite. En fait, c'est ce qui amène l'aspect héréditaire dans la situation. C'est pour ça, chaque fois qu'un enfant naît, ou en tout cas, quand un enfant passe par moi, on me demande toujours, vous avez de l'asthme dans votre famille, vous avez de la sinusite, vous faites souvent des rhumes. Tout ça nous permet de dire
attention à l'enfant pour permettre à l'enfant d'être épanoui, de mieux grandir. Il ne faut pas l'exposer à ci, il ne faut pas l'exposer à ça. Ça va lui permettre de moins de former son immunité, ça va lui permettre d'être plus fort, peut-être à l'âge adulte, quand il va s'exposer, ça ne va pas beaucoup créer de problème parce que c'est déjà dès l'enfance que les problèmes là commencent et que la personne traîne ça tout le reste de sa vie. D'accord. Voilà, c'est un peu l'aspect qui rentre dans L'hérédité. Ok. Comment savoir alors que votre sinusite se complique concrètement? Pour savoir que votre sinusite se complique, il faut savoir que déjà, quand vous sentez les premiers signes, vous avez mal, vous avez le nez qui coule, vous avez l'odeur qui est un peu désagréable, vous savez que vos sinus là sont comblés. Et que vous ne faites rien, ces bactéries-là vont totalement boucher et venir maintenant s'aggraver au niveau du carrefour aérien. Les voies aériennes vont totalement se boucher. Et là, la personne aura du mal à respirer. Okay. Alors, en avoir mal à respirer ou difficile à respirer, déjà que c'est sur un terrain atopique, la personne va finir par développer l'asthme. Bon, c'est ce qui... On va revenir. On va y revenir. Pour faire le lien. Voilà. En dehors de ça, lorsque le sinus est comblé et qu'il y a des bactéries qui se multiplient dedans et que vous ne faites rien, j'ai dit que c'est un trou qui est au niveau de l'os. L'os dans lequel se situe maintenant peut s'infecter. Carrément. Et là, provoquer une septicémie, provoquer... la personne peut en mourir. Ça peut être fatal. Tuer? Oui, ça peut tuer. Parce que si vous supposons que c'est le sinus qui est au niveau derrière l'œil, qui est comblé, que vous ne faites rien, ça va faire entacher, en fait, affecter l'os sphénoïdal. Et puis, ça va forcément avoir une répercussion sur l'œil, sur la rétine, ainsi de suite. Et ça peut être fatal pour la personne. La personne peut perdre aussi son œil parce que si la rétine a un problème, la personne ne pourra plus voir. Donc, de partir d'un simple sinusite, ça peut créer tellement de dégâts que si ça commence, le mieux, c'est toujours se faire soigner correctement. Parce que lorsque, c'est vrai, la forme aiguë est fulminante et ça peut créer sphénoïdal. Et puis, ça va forcément avoir une répercussion sur l'œil, sur la rétine, ainsi de suite. Et ça peut être fatal pour la personne. La personne peut perdre aussi son œil parce que si la rétine a un problème, la personne ne pourra plus voir. D'accord. On va parler maintenant du soin. Comment on soigne? Comment on soigne? C'est la partie la plus difficile parce que généralement chez nous, bon, quand ça commence, on essaie de trouver un moyen de gérer tout simplement sans l'avis ou l'intervention d'un personnel de santé. Alors, il faut savoir que quand j'ai dit que les canaux sont bloqués, il faut savoir qu'est-ce qui bloque ces canaux-là. Je suppose peut-être que c'est la mycoviscidose, la maladie, ou une déformation des cloisons nasales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, que vous restez à la maison, vous n'allez pas avoir de satisfaction. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui arrive à vos sinus, c'est quoi le problème, et que vous voulez régler ça tout seul à la maison, vous allez avoir des difficultés. Ça va juste se calmer un tout petit peu et encore ça va recommencer. Vous avez l'impression. Un rhume passager, on pense qu'on prend pour rhume là, et puis bon. De toute façon, quand il y a rhume et que la sinusite est dedans, ceux qui souffrent de la sinusite savent que ça là c'est sinusite. Parce que les douleurs sont caractéristiques dans les sinusites. Les signes sont caractéristiques et là on sait que ça là c'est sinusite. Et que si vous ne soignez pas, parce que j'ai dit tout à l'heure quand j'expliquais qu'il faut des moyens pour dilater ces canaux. Donc il y a des traitements qui permettent un peu d'aérer les canaux là, qui permettent alors de communiquer avec les sinus et de ramener facilement les sécrétions. Mais particulièrement chez l'enfant, le meilleur traitement, tout d'abord, c'est de laver le nez de l'enfant. Avec de l'eau? Non, avec des sérums physiologiques. Toutes les mamans qui passent, on les apprend comment on lave le nez de l'enfant. L'enfant fait un simple rhume et que vous sentez que le nez là, ça ronfle, ça sonne, il faut laver. C'est ça qui permet de déboucher, de ramener toutes les sécrétions qui sont au niveau des sinus. Si vous ne le faites pas, là, ça va s'accumuler. Maintenant, la fièvre intense va s'associer et que malheureusement, il y a des enfants qui n'aiment pas que la température s'élève, ils font nettement une crise. Ça peut être viral. Malheureusement, généralement, ça n'a pas besoin de médicaments, ça n'a pas besoin de quelque chose que ce soit. Et malheureusement, la fièvre va s'élever et ça peut donner une crise à l'enfant. C'est pour ça qu'il faut laver régulièrement, tout au moins, on lave le nez de l'enfant 4 fois par jour. Maintenant, quand on dit qu'on lave là. Moi, je voulais dire une fois dans la semaine. Non, c'est 4 fois par jour. Maintenant, si vous ne savez pas laver, il ne faut pas essayer. C'est ça le problème. Parce qu'il y a une technique. Il y a une technique pour laver le nez de l'enfant. Et ça prend en pédiatrie. Malheureusement, la fièvre va s'élever et ça peut donner une crise à l'enfant. C'est pour ça qu'il faut laver régulièrement, tout au moins, on lave le nez de l'enfant 4 fois par jour. Maintenant, quand on dit qu'on lave, prend
comment on lave le nez de l'enfant. Et vous-même, à la maison, en tant que parent, vous lavez régulièrement. Si vous faites ça, votre enfant n'aura pas de difficulté. Quand ça commence, vous lavez. Quand ça commence, vous videz, il n'aura pas de difficulté. Mais c'est quand vous ne videz pas que ça va s'accumuler et que maintenant, ça va devenir jaunâtre, que ça va devenir, les bactéries vont se multiplier et ça va se compliquer, ça va se surinfecter et maintenant envahir tout le système de l'enfant. Et l'enfant même a du mal à respirer, a du mal à vivre, a du mal à s'épanouir. Et vous allez voir, les enfants aussi ont du mal à grandir, à prendre du poids parce qu'ils sont tout le temps en train de se débattre pour respirer, pour faire rentrer l'air à l'intérieur. D'accord. En dehors de ça, maintenant, le traitement des rhumes simples, si c'est bactérien, il y a des antibiotiques adaptés à ça. Si c'est un problème de cloison, il faut trouver le moyen pour essayer de redresser le nez. Si c'est un problème de maladie, il faut essayer de voir les spécialistes qui vont essayer de régler ou vous permettre à ce que ces maladies-là n'ont pas de répercussions sur votre système, sur vos sinus. Et là, vous vous sentez mieux. Donc, et la partie la plus importante du traitement, c'est la prévention. Parce que quand je dis la prévention, c'est les règles d'hygiène. Il n'y a pas un traitement, il n'y a pas un médicament, même si ça coûte 1 million qu'on vous prescrit et que vous prenez et que vous ne respectez pas les consignes, les règles d'hygiène, ça va toujours revenir en quelques espaces de quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Donc, il faut toujours inclure, retrouver les facteurs personnels qui déclenchent les crises, c'est-à-dire qui va rentrer au niveau des fosses nasales, pénétrer les sinus et altérer les canaux là, et ça va devenir le rhume. Parce qu'un simple parfum à côté de vous peut tout déclencher. Il faut savoir que c'est ça et éviter de vous mettre dans des milieux où il y a assez de parfums. L'autre chose également, c'est qu'il faut vivre dans des maisons qui sont bien aérées. Parce qu'on vit dans un pays où les gens construisent même sans fenêtre. Tu te retrouves dans une chambre ou dans un salon. Surtout l'arrière-cour n'a jamais de fenêtre. De fenêtre. Bon, on craint aussi les voisins. Là, vous vous retrouvez dans un milieu enfermé et qu'à un moment donné, vous respirez, vous envoyez de l'oxygène dedans. Il n'y a aucun moyen pour faire sortir l'oxygène là, le dioxyde de carbone, et faire rentrer l'oxygène. Et vous avez du mal à respirer. Donc, les sinus également ont du mal à bien aérer et ça peut être simplement aussi l'origine de vos problèmes. On a vu des enfants qui font souvent des problèmes là, de rhume, de tout ça là, problème de l'asthme régulièrement. Donc, il faut juste comprendre dans quel milieu ils vivent quand on dit ah non, sortez, changez de maison, déménager. Ils déménagent, l'enfant n'a plus rien. Okay. Parce qu'en fait, c'est le milieu dans lequel l'enfant vit là qui était problématique, adapté à sa situation. À sa respiration. Voilà. Mais tel que vous l'avez énuméré là, on n'en guérit pas. Hein? Non, quand vous parlez d'allergie, quand vous parlez de tout ce que vous avez dit là, c'est pas évident qu'on en guérisse. Voilà, c'est pour ça qu'il disait que c'est sur un terrain atopique. Lorsque vous vous retrouvez sur un terrain atopique, c'est génétique, c'est que vous êtes né avec, c'est là. Si vous évitez les facteurs qui vont déclencher, vous allez vivre longtemps, tranquillement, sans problème. Mais c'est lorsque vous vous exposez, ce qui est difficile, de ne pas s'exposer, parce que même si soi-même on dit que bon, on ne veut pas passer des parfums, on ne veut pas mettre. Voilà, on va pas. Tu vas sortir et puis te retrouver avec une collègue dans ton bureau. Qui aime son affaire. Qui vous partagez le bureau ou qui est le bureau après vous et que tout le temps, il est tout le temps en train de mettre des parfums qui sent peut-être pendant une semaine même. Donc c'est difficile, mais quand on a la volonté, il y a les bavettes qui sont là, qu'il faut prendre l'habitude de temps en temps, si vous vous retrouvez devant ce genre de cas, le temps de passer un peu pour aller mieux respirer. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est vous qui allez payer le prix. C'est vous qui allez tomber malade. C'est vous qui allez avoir... Vous voyez que tout le temps, il est tout le temps en train de mettre des parfums, ça vous donne une mauvaise haleine. Vous-même déjà, sensation que vous avez en verre, les gens vont maintenant commencer par dire que j'ai une mauvaise odeur ou une mauvaise haleine. Donc, tout simplement... C'est difficile aussi pour la personne de vivre au milieu de ses collègues. Donc, il va trouver le moyen d'esquiver les réunions, d'esquiver les rencontres. Parce que quand ça se déclenche, c'est tout un problème. Donc, chacun doit mettre dans son habitude comment faire pour éviter d'en arriver là, pour éviter d'avoir les signes. Ou si les signes sont là, il faut apprendre à les régler à temps. Surtout, il y a des traitements pour les adultes également pour laver les nez. Il y a les dispositifs. Il faut apprendre à laver le nez, même quand on est déjà à 50 ans, 60 ans. Il faut le laver parce que si vous ne lavez pas et qu'il n'y a pas un moyen pour faire drainer le mucus là, ça va vous provoquer tout ce que ça provoque comme sinusite. Le meilleur traitement, c'est toujours de laver. Vous lavez, le problème est réglé. D'accord. C'est noté. Merci, docteur Edou, pour ces précisions. On va faire le lien et aborder l'asthme maintenant en deuxième partie. Mais on va faire une courte pause pour vous permettre de vous remettre dans le bain. Quand vous êtes seul, on va respirer un peu et revenir pour donc ce lien qu'il y a entre
sinusite et puis l'asthme. On va évidemment commencer par parler déjà de l'asthme, pardon, avant de faire ce lien et aborder symptômes, traitements, causes et tout ce que vous savez. À tout de suite. Allez, on est de retour à l'antenne. Vous avez pu respirer, docteur? Vous avez pris une profonde inspiration pour déboucher vos sinus. Ça va, ça va. Pour qu'on puisse parler du reste. Allez, alors, est-ce qu'il y a déjà un lien entre l'asthme et la sinusite? C'est oui. Oui, il peut y avoir un lien entre les deux, surtout les terrains sur lesquels les deux apparaissent. C'est le principal lien qu'il y a entre les deux. Les terrains sur lesquels l'asthme apparaît, les terrains sur lesquels la sinusite apparaît. Mais ce qui est sûr, il y a forcément un qui a répercussion sur l'autre, toujours. Mais est-ce qu'on peut dire que celui qui développe une sinusite développe forcément un asthme et vice-versa? Non. On peut avoir juste la sinusite sans l'asthme. On peut avoir l'asthme sans la sinusite. Mais avoir la sinusite, on peut avoir l'asthme, maintenant développer la sinusite, et que la sinusite aggrave l'asthme. C'est possible. On va y détailler. D'accord. Commençons déjà par connaître ce que c'est que l'asthme, pour être sûr de comprendre. Alors, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique. Généralement, ce n'est pas comme l'autre qui a l'aigu et ça passe. Et puis, parce que l'aigu, généralement, c'est chez l'enfant. Qu'on va y revenir un peu plus, parler un peu plus chez l'enfant pour comprendre à quel moment on devient asthmatique. Alors, chez l'adulte, c'est une inflammation chronique des bronches. Les bronches sont, quand on respire, que ça arrive au niveau de ces carrefours, les tubes qui prennent l'air là pour amener au niveau des poumons, c'est ce qu'on appelle les bronches. Ces bronches-là, ça arrive à des situations où ces bronches-là se contractent, diminuent de calibre ou parfois même se bloquent. Et c'est ça qui va être à l'origine de la crise de l'asthme. Donc, et généralement, chez les personnes asthmatiques, ces calibres-là, ces tubes-là, ces branches-là ont déjà diminué de calibre. Et puis, l'orifice par lequel l'air passe n'est plus comme la taille normale. Donc, si on trouve une image, vous allez mieux comprendre. Vous allez voir qu'il y a les calibres normaux. Et dans l'asthme, il y a déjà une sécrétion au niveau de la paroi de ces branches-là. Et le calibre-là est diminué. C'est ça qui fait que ces gens-là ont souvent facilement la facilité de déclencher, d'avoir des crises. Voilà un peu ce que je peux vous dire comme de façon simple sur l'asthme. D'accord. Et on peut en connaître les causes de l'asthme? Alors, si on revient sur les causes, et c'est là en même temps qu'on va comprendre c'est quoi les liens avec la sinusite. Alors, premièrement, il y a un terrain génétique, comme je l'ai dit, une prédisposition génétique qui entretient, je vais dire, ou bien qui favorise l'apparition facile de l'asthme. Donc, cette prédisposition génétique-là, quand vous êtes dans une famille et que les gens sont asthmatiques, sachez que c'est possible que vous ayez hérité ces allèles génétiques-là qui sont en vous. Ça ne veut pas forcément dire non plus que vous allez développer de l'asthme. Mais il y a l'hérédité là qui participe. Au même moment également, il y a les terrains atopiques que j'ai évoqués dans la sinusite. C'est sur le même terrain que généralement l'asthme apparaît. C'est des gens qui font une réaction exagérée aux éléments qui sont dans leur environnement. Et l'organisme produit des immunoglobulines E qui est l'immunoglobulines spécifique de l'allergie. Et de façon exagérée quand il entre en contact avec l'allergène. Et en faisant ça, ça a forcément des répercussions sur le système respiratoire de la personne. Et si les bronches sont contractées et diminuées de calibre et que parfois ça se bloque, la personne va faire des crises de l'asthme. Alors, en dehors de ça, il y a également les gens qui ont une bronche. Ça n'a peut-être pas lié forcément à un terrain atopique ou autre, mais ils ont une bronche qui réagit trop face à ce qui rentre dedans. Des petites particules, quand ça passe au niveau des bronches, les bronches font tout pour pouvoir attraper ou éliminer parce qu'ils sont un peu irrités quand ces genres de particules passent au niveau de ces bronches. Donc on parle d'hyperréactivité bronchique. Et cette hyperréactivité bronchique-là, elle peut être également à l'origine d'un foyer permanent de sécrétion, permanent d'inflammation au niveau de la paroi des bronches. Et là, ça va provoquer également les crises, l'asthme chez la personne. Alors, vous avez le sexe masculin a un impact sur l'apparition de l'asthme. Généralement, c'est à cause de la taille des bronches chez les enfants masculins, les garçons. Quand ils sont petits, le petit garçon a une petite taille de bronches par rapport à la femme. C'est ça qui fait que ça favorise beaucoup plus l'asthme chez les garçons que chez la femme. Les bronches des garçons sont un peu plus... De taille plus petite que les femmes. Ça s'explique naturellement. C'est naturellement conçu comme ça. Oui, c'est pas une anomalie. Non, c'est pas une anomalie. Naturellement, les bronches des petits garçons sont souvent un peu plus de taille que les femmes.
Du coup, ces enfants-là, lorsqu'ils sont dans une famille où les gens font de l'asthme au terrain, que vous ne faites pas attention, ils vont vite faire les accès de bronchiolite quand ils sont petits et ça va se déboucher sur l'asthme. Et quand ils grandissent, ça devient plus grand? Oui, oui, ça. C'est oui, normal, ça, oui, mais oui, c'est normal. la question c'était de savoir si la taille était égale à celle, à la taille oui, des femmes. Oui, quand ils grandissent, la taille devient normale. C'est juste que quand ils sont petits là, que ça prend du temps par rapport à la femme. C'est ce qui fait que les garçons sont beaucoup plus exposés à faire vite les crises d'asthme, surtout à l'enfance, que les femmes. Que les femmes, Alors, ou les filles, ok. Voilà. Alors, l'obésité, lorsque quelqu'un a un excès de graisse, sachez que même moment, c'est un peu partout, hein, la graisse. Donc, au niveau des bronches également, il peut y avoir des graisses dans les parois. Et du coup, ça peut être l'origine de l'asthme. Et je vous dis en même temps que c'est l'asthme le plus difficile à contrôler. Comment on appelle cet asthme-là? Oui, l'asthme sur terrain... Asthme graisseux. Non, l'asthme sur terrain d'obésité. Ok. L'asthme sur le terrain d'obésité, c'est difficile à contrôler. À cause du poids, à cause de beaucoup de facteurs de risque qui entrent en jeu. Là, c'est difficile de pouvoir avoir réellement, parce que même déjà, vous voyez quelqu'un qui est obèse et qui n'est même pas asthmatique, quand il fait un peu d'effort, il est essoufflé. Et la respiration devient rapide et puis c'est difficile. Donc, sur ces terrains-là, c'est ce qui fait que quand il y a encore l'asthme sur ces terrains, c'est plus difficile de le contrôler que quelqu'un qui n'est pas obèse, mais qui a l'asthme, qui est plus facile, parce qu'à cause de la paroi, la taille des parois des bronches, c'est plus facile à gérer et que les crises passent vite. La graisse est toujours compliquée à gérer, hein. C'est un gros mal. Oui. Alors, ça, c'est le facteur qui est lié à l'individu. Maintenant, si je prends maintenant l'environnement dans lequel la personne vit. Alors, le chef de file, comme je le disais, c'est les facteurs, les chefs de file, c'est les allergènes respiratoires. Alors, vous vous retrouvez dans un milieu où il y a de la poussière, il y a du vent sec, il y a des parfums, il y a des déodorants, il y a des savons parfumés, ou que on a développé une mauvaise attitude. Nous, en tout cas, je vais dire nous, les Béninois ou les Africains, je ne sais pas si ça existe ailleurs, quand l'enfant naît, on veut que tout le monde sent bon. Oui, non. On met de l'eau de Cologne, l'enfant fait pipi beaucoup, il faudrait qu'on... Non, je le dis en même temps que non. Ah. Ce n'est pas tous les enfants qui supportent ça. C'est parfois l'origine de l'asthme d'un enfant. Vous mettez l'eau de Cologne dans l'habit de l'enfant, vous prenez les pailles, vous entourez l'enfant dedans. Si un terrain, dans une famille où on fait l'asthme, ou c'est un terrain où on a l'atopie, l'enfant est en train de respirer en permanence votre parfum. Vous allez l'étouffer et il va faire... On a les enfants qui naissent le premier jour, qui fait le premier épisode de bronchiolite. Waouh. Le premier jour? Oui, le premier jour. Bon, il va rentrer d'abord, hein, parce que ce n'est pas à l'hôpital que vous... Non, à l'hôpital. De Cologne. Justement, c'est parce que l'enfant sort immédiatement. Le pain qu'on a utilisé pour... est déjà rempli, est déjà rempli des produits corrosifs, des produits irritants. Okay. Et l'enfant respire en permanence parce qu'il est encore fermé dans le pain là, parce qu'on veut le protéger contre le froid. Et nous, les pains, c'est juste la face qui sort. Et l'enfant respire en permanence cette odeur. Et là, ça étouffe l'enfant. Là, ça irrite les sinus de l'enfant. Ça irrite les bronches de l'enfant. Et l'enfant va avoir du mal à respirer. Et là, ça peut être le premier épisode d'asthme. Donc, vous déconseillez... Je déconseille ça. Les eaux de Cologne. Les eaux de Cologne, tout ce qui sent trop bon. En tout cas, quand l'enfant naît immédiatement, c'est non. Vous laissez l'enfant commencer par grandir, vous l'observez et vous voyez de quoi est-ce qu'il supporte avant de décider maintenant de l'exposer à ces allergènes environnementaux. Parce que si vous ne le faites pas, que si vous l'exposez déjà, le résultat demain, ça va dépendre de ce que vous lui avez fait quand il était petit. Sans le savoir en plus. Sans le savoir, des fois dans l'ignorance. Dans l'optique que l'enfant sent très bon. Très bon. Quand on s'approche de lui pour lui faire des câlins. Ils sont très très bons, oui. On aime tous les enfants qui sentent bon. Mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Malheureusement, c'est toxique pour l'enfant. Pour l'enfant. Il ne peut pas parler pour dire que tu m'étouffes, maman. Voilà. Et puis il supporte à un moment donné, il a du mal à respirer. Le nez se bouche, il commence par ronfler. Là, sachez déjà qu'il y a un problème. Ok. Alors, en dehors de ça, vous avez les frais, le froid ou le brasseur. Ça, je vais expliquer en même temps les ventilateurs, le brasseur ou la climatisation. Lorsque vous braquez sur un individu, même en tant qu'adulte, quand vous braquez ça sur vous, vous allez voir à un moment donné qu'il y a une narine qui se bouche. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les gros cornets qui sont au niveau des fosses nasales.
qui sont les dépressions au niveau des deux pointes du nez là, qui sont à l'intérieur. Lorsque la personne est exposée à ces vents-là de façon permanente, et où avec la fraîcheur qui entre et la personne respire les frais là, ça entre, ça sort, ça va provoquer un gonflement de ses cornets qui va boucher l'orifice par où l'air entre les sort, et en respirant, ça va commencer par sonner. Et sachez en même temps que ça rentre dans les sinus, ça rentre au niveau des respiratoires, ça peut provoquer le rhume, ça peut provoquer sinusite, ça peut provoquer de l'asthme à l'enfant qui a un terrain, qui a une prédisposition à faire de l'asthme. On peut avoir une prédisposition à faire de l'asthme et ne pas le faire tout de suite. Et c'est peut-être à l'âge adulte ou à la ménopause qu'on développe, surtout les femmes, sa première crise d'asthme. On va y revenir. Oui. Alors, il y a également le stress. Ah oui. Lorsque donc, vous avez... La personne qui est constamment stressée peut développer de l'asthme. Oui. La personne qui est constamment stressée peut développer de l'asthme. Surtout si vous avez une prédisposition génétique à faire de l'asthme, c'est plus rapide de développer de l'asthme sur quelqu'un qui est tout le temps stressé. Il peut se stresser, l'amener s'évanouir. Parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Et puis, il se retrouve dans les pommes. Et vous le ramassez. Quelques temps après, vous allez voir, il se réveille, il revient, la personne revient à lui. Donc, le stress important peut être à l'origine d'une crise de l'asthme. Alors, en dehors de ça, vous avez les gens qui ont de fortes émotions. Quand il dit forte émotion, ça, c'est de la colère. Ils s'énervent très vite. Ils ne peuvent plus respirer, même plus parler. Quand ils s'énervent, la respiration devient difficile. Hein. Et soit il est dit asthmatique, ou soit c'est ça qui va déclencher son asthme. La même chose avec la joie. Quand on a la joie débordante. Tellement débordante que la personne va perdre la respiration. Ça peut lui provoquer une crise de l'asthme. Alors, il y a également un autre élément qui est les animaux de compagnie. Ça, c'est plus dans de l'allergie. Hein. Voilà. Oui, on est dans les chats, les chiens, à cause de leurs poils. Si vous avez des animaux domestiques et votre enfant fait rhume tout le temps, essayez de le séparer de son animal domestique et vous allez voir. Ça peut être simplement le fait qu'il est tout le temps collé à son animal de compagnie qui est l'origine de ces rhumes, de ces crises d'asthme de façon régulière. Il y a également les petits jouets, les petits bébés que vous achetez aux enfants pour qu'ils s'amusent avec. Si vous les achetez une peluche à poils et qu'ils s'amusent avec les poils là se détachent facilement, ça peut déclencher les crises de l'asthme chez l'enfant. Et déjà, si l'enfant fait un premier épisode de bronchiolite et que vous ne trouvez pas l'élément et sortez ça du milieu de l'enfant et qu'il continue de faire, vous allez avoir l'impression que les traitements ne fonctionnent pas. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est parce qu'il y a toujours dans son milieu les facteurs déclenchants, ce qui provoque le problème est toujours là et l'enfant est toujours en contact avec. C'est pour ça que c'est difficile pour lui, pour l'enfant, de se retrouver ou que les signes disparaissent. Donc il faut absolument retrouver l'élément et le sortir de son entourage. Alors, il y a maintenant ceux qui fument et vous vous retrouvez dans une maison à louer ou à location dans Cotonou, que les colocataires sont les gens qui aiment fumer et qu'il n'y a pas une précaution, il n'y a pas une règle pour peut-être les obliger à éviter d'en faire ça là où il y a les enfants, parce que tout le monde connaît la vie de ces enfants, les antécédents, les particularités médicales de ces enfants, et vous mettez les enfants face à cette fumée-là, sans gêne, vous allez peut-être déclencher les rhinorrhées, les rhinites, l'asthme, les sinus chez les enfants là de façon répétée. Et les parents, parfois même, ne se rendent même pas compte que c'est ce que le voisin fait qui rend malade. Dans cette situation, si vous n'avez pas la possibilité de parler au propriétaire pour que ça change, il faut déménager tranquillement pour avoir la paix, pour sauver la vie de vos enfants. D'accord. Alors, maintenant, il y a les causes infectieuses également, qui, comme dans la sinusite, ça peut être des virus, ça peut être qui développe pas une rhinorrhée, une grippe, tout simplement, et ça débouche sur une crise d'asthme. Ça peut être également des bactéries, et là, généralement, dans les bactéries, dans les virus, le nez qui coule, l'eau qui sort, généralement, c'est comme de l'eau. C'est aqueuse. Le mucus là n'est pas épais, ce n'est pas décoloré également. Mais dans les formes bactériennes, ça sort, ça devient du pus, ça devient jaunâtre. Quand c'est déjà comme ça, il faut vite faire parce que ça peut être débouché sur une crise de l'asthme. Alors, il y a également des gens qui font des professions où ils sont en permanence exposés à l'asthme? Non, aux allergènes, aux facteurs de risque qui déclenchent l'asthme. Par exemple, vous travaillez dans une structure tout le temps stressé
et que vous savez que le stress déclenche votre crise d'asthme, de façon professionnelle, vous êtes en train de vous exposer à faire des crises de l'asthme. Vous travaillez dans des raffineries, vous travaillez dans le meunier par exemple qui est asthmatique, qui est en train d'écraser le maïs, c'est difficile. Donc Oui, parce qu'il y a la poussière, la farine qui va être le problème pour ces genre de personnes. Donc il y a l'exposition professionnelle, ça va dépendre de vous, vos facteurs qui déclenchent et de votre profession et de quoi vous êtes exposé à votre lieu de travail, ça peut être à l'origine. Alors, vous devez savoir également qu'il y a la puberté, ça c'est les formes physiologiques, et il y a la puberté qui peut être à l'origine d'une crise de l'asthme. La fille ou la femme entre en puberté ou l'homme entre en puberté, ça peut être le début de ces crises d'asthme à cause simplement de la poussière hormonale qui arrive à ces périodes-là, ça peut déclencher de l'asthme. La même chose avec la ménopause chez la femme. La femme entre en ménopause, comme ça, et elle fait sa première crise de l'asthme. À cause des hormones. À cause des hormones. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'asthme de l'adulte. Donc, l'adulte, là, apparaît, elle n'a rien depuis son enfance, c'est à la ménopause, maintenant qu'elle développe ses premières crises de l'asthme. D'accord. Donc, ça, c'est typique de façon, comment on appelle, physiologique. Et ça, forcément, on n'a pas un contrôle sur ces genres de facteurs. Oui. Maintenant, il y a également la grossesse. La femme enceinte fait une crise d'asthme et elle accouche plus rien. Donc, ça peut être simplement lié aux hormones sur la grossesse qui est à l'origine de ces crises. Voilà un peu, pêle-mêle, les causes qui peuvent... Elles sont nombreuses, hein, ces causes, elles sont vraiment nombreuses. Ouais. Vous avez essayé de... Je suppose que c'est déjà j'ai essayé de le résumé, l'essentiel à retenir. L'essentiel à retenir. Il peut y avoir plusieurs causes tout à fait. Pour un asthme. Alors, on parle d'asthme, vous l'avez défini, vous avez donné les causes, mais comment cela se manifeste concrètement? De vos explications, on a compris que ça agit sur la respiration, mais la manifestation à travers une crise d'asthme, ça donne quoi concrètement? Alors, pour les crises d'asthme, c'est-à-dire que la personne a un terrain prédisposant ou a des facteurs de risque ou a des allergènes auxquels il est exposé et que ça déclenche généralement, quand je prends l'adulte d'abord, c'est que déjà dans l'enfance, il s'est déjà exposé, il a déjà fait ces épisodes de bronchiolite et puis les parents essayaient de gérer comme ils peuvent et l'enfant est devenu asthmatique. Alors, il est déjà asthmatique, maintenant il veut faire une crise sur son terrain de l'asthme. Parce que vous devez savoir qu'il y a l'asthme, il y a crise de l'asthme. L'asthme même, a un fond, c'est que c'est une maladie et quand on la vit. Maintenant, sur ça, on peut faire des crises qui vont durer juste quelques temps et disparaissent. Et la personne retrouve sa vie normale. Et après encore, il s'expose encore, il peut y avoir une autre crise. Alors, vous avez des signes déjà qui annoncent déjà qu'ils peuvent avoir des crises. La personne là, il s'expose à un facteur, il commence par éternuer. Là, il faut qu'il sache attention. Son traitement là, il n'a qu'à apprêter ça. Là, ça peut arriver, ça va déboucher sur une crise. Ou il a commencé par tousser. Il tousse, ça devient grasse. Et plus il tousse, il fait l'effort de tousser, moins son poumon reçoit de l'air. Et là, ça peut être l'origine d'une crise. Il peut être simplement grippé ou avoir l'impression que j'ai froid. Et quand c'est comme ça déjà, il faut déjà commencer par se préparer parce que ça peut se déboucher sur une crise. Donc, c'est des signes qui annoncent qu'il peut y avoir une crise. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours une crise. Mais on se prépare lorsqu'on a ces signes évocateurs-là qu'il peut y avoir une crise. Alors, généralement, quand je dis dans les crises, il y a une situation aiguë, ponctuelle, qui est venue et qui entre. Et l'organisme tente à faire diminuer, parce que c'est irritant pour les bronches, il diminue encore plus les calibres. Pour empêcher que les trucs irritantes là, les substances irritantes là, pénètrent au niveau des bronches. Donc, en se contractant, on a une construction et ça va diminuer les calibres. Là, ça va empêcher que l'air rentre à l'intérieur et la personne aura du mal à respirer. Voilà comment la personne se retrouve en crise. Et généralement, dans les crises de l'asthme, c'est incontrôlé. Parce que ça vient, quand ça se déclenche comme ça, en quelques minutes, là, ça peut finir les tableaux en même temps et finir sur une crise. Et généralement également, ça apparaît la nuit. Ça peut être simplement pendant que vous êtes en train de dormir et puis la crise se déclenche. Vous avez une toux qui vous monte à la poitrine. Vous avez commencé par tousser, vous sentez que vous manquez de l'air. Vous recherchez de l'air, vous ne trouvez pas. Vous recherchez de l'air, vous ne trouvez pas. Vous avez une anxiété, vous avez de l'angoisse. Vous avez l'impression que je vais mourir tout de suite là. Les impressions là, c'est ce qu'on appelle, tous ces signes-là ensemble, c'est ce qu'on appelle que la personne fait une crise de l'asthme. Il faut, on aurait à avoir un asthmatique sur le tableau, il va vous décrire les sensations qu'on ressent quand on veut faire la crise là, parce que ça donne l'impression que c'est la mort qui arrive. Oui,
C'est une impression de mort imminente. Parce que la personne n'arrive plus du tout à respirer. Il se recherche, il cherche de l'air, il ne trouve pas. C'est comme si tout est en train de se paralyser. Fatigue, muscles, tout commence par se fatiguer d'un coup comme ça. Et c'est pour ça que la plupart se retrouvent dans les pommes. Et que vous ne trouvez pas de salbutamol pour pouvoir les faire les trucs là, spray là, rapidement pour déboucher les bronches. Ça peut se contracter comme ça et être à l'origine du décès de la personne sur place. Donc c'est pour ça les asthmatiques ont toujours, en tout cas ceux qui se reconnaissent asthmatiques et qui sont conscients de leur situation, ont toujours les médicaments dans les sacs. Peu importe là où ils doivent aller. Parce que vous vous retrouvez par exemple dans une maison enclos où il y a beaucoup de personnes et que l'air commence pas à manquer. Si l'asthmatique ne sort pas pour aller respirer de l'air frais et revenir, les bronches vont se contracter et puis diminuer de calibre. Il va faire une crise et s'il n'est pas sorti avec... Et quand les gens qui sont à côté ne maîtrisent pas les signes de quelqu'un qui fait une crise d'asthme, voilà. Tout le monde est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire, ça, quelle personne peut mourir sur le champ. Et dès qu'il y a la chance, les bronches ne recommencent pas des vasodilatation et puis ça commence pas à revenir progressivement, la personne se réveille après. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y aura des gens, quand ça va se contracter, ça ne va pas revenir et la personne peut mourir sur le champ. Et puisque nous éduquons à la santé, c'est quoi ces signes-là? Insuffisance respiratoire, là, tout de suite, c'est constaté parce que la personne sera en train de suffoquer pratiquement, à part cela. Oui, déjà, quand vous voyez que la personne autour de vous en train de tousser à répétition et vous sentez que la respiration commence à devenir sifflante, c'est-à-dire, il commence pas à respirer, vous sentez que l'air a du mal à rentrer, que ça sonne, sachez que cette personne est en train de faire une crise d'asthme. Essayez de l'approcher en même temps, de faire asseoir, demander de sortir son médicament. Parce qu'il y en a des gens, quand ça arrive, ils n'ont plus la capacité de mettre la main dans la poche et de sortir. Ils perdent en réalité tous leurs moyens. Oui, ça perd tous les moyens et qu'ils n'arrivent pas du tout à mettre la main dans la poche et sortir les ventolines et puis et se faire mettre dedans et pour éviter de tomber. En quelques secondes là, il perd tout. Et s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour l'aider à le faire, il peut se retrouver dans les pommes. Et imaginez que la personne vient se retrouver, il tombe et cogne la tête contre quelque chose. C'est encore un autre problème qui s'ajoute. Elle peut ne pas se réveiller. Donc, c'est très important que les alentours soient au courant parce que c'est une maladie qu'il ne faut pas cacher. En tout cas, je le dis, il ne faut pas cacher l'asthme quand on est asthmatique parce qu'on ne sait pas à quel moment ou à quel endroit la crise va se produire pour que ceux qui sont proches, qui sont à côté, puissent vous aider quand vous êtes dans le besoin. Parce que si vous tombez que personne ne sait ce que vous avez et que la personne n'est pas un agent de santé ou qui a déjà vécu l'expérience avec un proche ou il ne connaît pas les signes également, vous allez vous retrouver dans les pommes, personne ne saura qu'est-ce qu'il faut lui faire. Et il suffit juste de chercher dans son sac, il y a toujours son traitement dans les sacs et qu'on le fait. Et s'il n'a pas ça sur lui? C'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile. Donc, il faut la ramasser rapidement dans les centres de santé. Il n'y a pas d'urgence à faire sur place. Sur place, en tout cas, c'est pris de l'asthme, c'est de les ramasser d'urgence et de voir un hôpital à côté pour qu'on puisse les stabiliser. Parce que en tout cas, ce que je dis toujours à des asthmatiques, c'est que vous ne pouvez pas même sortir pour aller aux toilettes sans garder. Parce que si vous faites une crise, êtes condamné à aller le médicament parce que la crise ne prévient pas forcément. Elle ne prévient pas. D'accord. Est-ce que vous saurez que votre collègue qui va venir va passer un parfum et ça va rentrer dans vos narines d'un seul coup en 10 secondes là, vous avez du mal à respirer, que vous n'avez plus, vous vous écoulez par terre. Donc, il faut toujours avoir ça sur soi pour se déplacer parce que ces crises-là ne préviennent pas et ça peut être mortel et fatal pour la personne qui fait la crise. Et c'est là également que tous les gens qui sont aux alentours, des gens qui sont asthmatiques, doivent apprendre à reconnaître les signes quand ça commence. Et encore que si c'est un enfant, si vous ne reconnaissez pas les signes et que vous restez, vous croisez les bras, ça peut être fatal. C'est les mêmes signes avec les enfants adultes comme oui, enfants, ce sont les mêmes signes. Ce sont les mêmes signes, mais se déplacer parce que ces crises-là ne préviennent pas et ça peut être mortel et fatal pour la personne qui fait la crise. Et c'est là également que tous les gens qui sont aux alentours, des gens qui sont asthmatiques, doivent apprendre à reconnaître les signes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que sur le terrain sur lequel les deux viennent, c'est que c'est un terrain atopique, que c'est une prédisposition génétique. Et que si la personne a un antécédent familial, où le père ou la mère, surtout de premier degré, a déjà l'asthme, ou a une sinusite, ou fait des rhumes tout le temps, c'est qu'il y a un terrain. Et qu'il faut éviter certaines choses pour ne pas en arriver là. Quand il y a un terrain, la personne peut développer la sinusite. Ou développer l'asthme, ou développer les deux à la fois. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les mêmes facteurs de risque qui déclenchent la sinusite déclenchent l'asthme. Donc, ce qui fait que la personne peut développer la sinusite et développer l'asthme en même temps.
Donc les deux en même temps? Oui, la personne qui ça avoir va les être deux en même compliqué. temps. Hein? Oui. Déjà, les sinus, c'est compliqué. Déjà, ici, à une allée, l'air. Et si l'air doit descendre aussi, C'est difficile. C'est condamner la personne. Oui, c'est difficile. Très, très difficile. Parce que c'est pour ça, chez les personnes qui ont combiné les deux, c'est souvent difficile parce que et les sinus et les bronches sont atteints au même moment avec les mêmes facteurs de risque et c'est difficile pour ces genre de personnes. Mais si la personne a simplement de l'asthme, qu'il fasse très attention parce que la sinusite, quand ça va commencer, ça va diminuer, ça va boucher les sinus et que l'air va respirer et ça va déclencher la crise de l'asthme. C'est comme ça. Donc le lien entre les deux là, c'est que la sinusite déclenche facilement l'asthme. Ils ont les mêmes facteurs. Et ils ont les mêmes facteurs de risque. risque. Donc, vous pouvez ne pas avoir sinusite et avoir l'asthme, et que les mêmes facteurs vont déclencher votre asthme. Mais vous pouvez avoir la sinusite et l'asthme, et que vous faites une sinusite, ça déclenche l'asthme. D'accord. C'est clair maintenant. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la sinusite chez l'enfant. Pardon, pas de la sinusite, de l'asthme chez l'enfant. C'est la même chose avec l'adulte. Il y a des différences. Voilà. L'asthme chez l'enfant, il y a une petite différence. On ne parle pas encore de l'asthme chez l'enfant, le petit enfant. Généralement, il faut savoir que ça survient généralement chez les enfants de moins de 2 ans et que surtout chez les nourrissons de moins de 8 mois. Alors, ils font les premiers épisodes de 0 à 8 mois. Ils font souvent les épisodes de bronchiolite, ce qu'on appelle bronchiolite. Alors, quand on respire, ça entre par les fosses nasales, ça entre au niveau des bronches. J'ai dit que l'asthme, c'est au niveau des bronches. Mais par contre, au niveau chez l'enfant, ce n'est pas encore au niveau des bronches. C'est au niveau des bronchioles. Les bronches, maintenant, ont des petites ramifications qui amènent de l'air au fond des poumons. Et c'est au niveau de ces bronchioles-là que se situe le problème avec l'enfant. Il peut arriver des situations qui vont amener, comme toutes les mêmes facteurs de risque, c'est identique chez l'enfant, qui vont alors rentrer au niveau de ces bronchioles et entraîner une inflammation de ces bronchioles. On va dire qu'il y a une bronchiolite. Ok. Alors, premier épisode, l'enfant va faire difficulté des toux, des rhumes grasses, ensuite des difficultés respiratoires, que peut-être même si vous allez à l'hôpital, ça ne va pas... Si on allait à l'hôpital, l'organisme va réussir quand même à régler. Premier épisode, ça passe facilement. Maintenant, deuxième fois, l'enfant, vous l'exposez encore de nouveau. Si c'est un parfum que vous utilisez, vous l'exposez encore une deuxième fois au même parfum. L'organisme a déjà reconnu le parfum là comme le problème. Il a déjà développé des trucs là pour pouvoir réagir. Du coup, quand le parfum rentre encore une deuxième fois, l'enfant maintenant réagit. Et là, vous sentez en même temps immédiatement quand l'enfant sent le parfum. Avant ça, peut-être sur quelques jours, il va faire tous ces petits trucs là passer. Mais quand ça rentre une deuxième fois, ça va être plus rapide. Dans quelques heures, vous allez sentir qu'il commence par éternuer. Il commence par respirer, le nez commence par sonner. La respiration devient plus rapide. Et vous sentez que l'enfant se débat pour respirer. Là, il est en train de faire son deuxième épisode de bronchiolite. D'accord. Ce n'est pas encore de l'asthme. Ce deuxième épisode-là, vous ne courez pas. Vous ne gérez pas comme cela se doit. L'enfant, là, dans cette période-là, il va prendre de l'oxygène, il va prendre des injections, il va prendre des antibiotiques, tout ça là, pour régler cet épisode-là, ou empêcher que l'enfant devienne asthmatique. Si ce n'est pas fait, ou c'est mal fait, ou que vous êtes venu trop tard, et que les bronchioles sont déjà infectés, ça a déjà remonté au niveau des bronches. On va essayer de régler, ça va se calmer un peu, mais votre enfant va faire tout le temps des rhumes, malheureusement. Et c'est ces rhumes-là, maintenant, là, qui vont l'amener à faire un troisième épisode. Ce troisième épisode-là, c'est de l'asthme, ce n'est plus de bronchiolite. Cette fois-ci, c'est déjà étendu aux bronches. Et là, on dit que maintenant, l'enfant fait de l'asthme. Mais les 2 premiers épisodes, l'organisme peut régler tout seul. C'est une bronchiolite. Deuxième fois, il va réagir maintenant et faire vraiment une crise. Et que vous allez essayer de régler. Maintenant, là encore, ce n'est pas encore de l'asthme. C'est toujours deuxième épisode de bronchiolite. Mais s'il revient une deuxième fois dans une crise, sachez qu'en même temps qu'il est asthmatique. De l'asthme. En ce moment-là, on dit que votre enfant est asthmatique. Mais quand vous dites qu'il ne fait pas encore de l'asthme, que c'est bronchiolite, l'asthme, les bronchites sont bouchées en permanence, c'est ça? J'ai dit les bronches ont des petites ramifications maintenant qui amènent l'air au fond des poumons, qu'on appelle des bronchioles. Bronchioles, oui. C'est les plus petits. Alors, à ce niveau-là, il va y avoir une réaction inflammatoire au niveau des bronchioles qui va faire une collection de liquide au niveau de ces petites bronchioles, au niveau des poumons de l'enfant. Avec le premier facteur, l'enfant va essayer de régler avec difficulté à respirer, rhume, tout ça là. Et ça passe avec quelques petits traitements qu'on fait généralement, ça passe. Si vous ne savez pas que c'est une bronchiolite, ça va passer. Mais une fois que maintenant que l'enfant est exposé au facteur du risque,
l'enfant maintenant va développer une crise. Vrai. Ok. Mais c'est au niveau des bronchioles. Mais à ce moment, ça va commencer par progresser. Affecter maintenant, ça va quitter maintenant les bronchioles et rentrer dans les bronches. Et quand ça arrive au niveau des bronches, Là, c'est que c'est... c'est que ça devient l'asthme. Ça devient l'asthme. Ok. Parce que l'asthme, c'est une maladie chronique des bronches. Des bronches. Donc, c'est le... Je ne veux pas dire la paroi, mais l'organe qui est atteint qui permet de définir que c'est de l'asthme. C'est que c'est les bronches. Bon, bronchiole. Et D'accord. voilà, les bronches sont ramifiées avec des bronchioles. Du coup, quand ça commence à l'enfance, les premiers épisodes, deuxième épisode, ça va maintenant finir par affecter les bronches. Et quand il fait un troisième épisode, soyez sûr qu'il est déjà en train de faire l'asthme. Là, en ce temps, on déclare que l'enfant fait l'asthme. C'est traité comme de l'asthme. Bien vrai que, deuxième épisode là, si le premier épisode a commencé que vous êtes vite venu, on vous dit de faire tout pour éviter de retrouver les facteurs qui a déclenché chez l'enfant, de sortir ça du milieu de l'enfant pour qu'il ne répète pas la deuxième épisode. Le deuxième Il épisode. ne répète pas le deuxième épisode, c'est bon. Mais il fait le deuxième épisode encore, on vous rattrape, on vous dit que attention, Ça peut si vous aller faites à l'enfant fait l'asthme. un troisième épisode, on va dire qu'il faut un enfant asthmatique. Et quand on est asthmatique, on l'est à vie, mais on peut ne plus faire crise si on respecte les règles d'hygiène. C'est ça. Mais tout le monde peut être asthmatique alors. Non, pas tout le monde. Parce que nous avons tous des bronches Oui, on a tous des bronches, mais tout le qui monde n'a peuvent pas être d'inflammation. infectées quand l'air... enfin, Oui, mais on peut faire des bronchites, des bronchites. mais Mais pas pas l'asthme. forcément l'asthme. L'asthme, là, quand vous allez voir les images, c'est que la paroi des bronches, là, sont comme ça. Il y a une sécrétion permanente là, et qui réagit facilement à une entrée d'une particule qui est liée irritant, et ça va diminuer encore davantage. Mais quand c'est une bronchite, c'est que c'est une inflammation, et ça Les passe. bronches, ça La passe. paroi n'est pas épaissie, la paroi ne sécrète pas en permanence les mucus. C'est ce qui fait que quand on a l'asthmatique, il y a les sécrétions qui sont toujours là, qu'il faut évacuer. Donc, c'est la différence entre une bronchite et... Bronchite, et- bronchiole et asthme. Et asthme. Ça devient trois maintenant. Oui. Bronchiole chez les enfants, bronchite chez l'adulte et l'asthme en général. Un maintenant. las en général. En troisième épisode. Voilà, en troisième épisode chez Ouais, l'enfant. j'ai compris. Vous venez d'avoir votre agrégation. Ah non, c'est pas si facile. Hein? C'est pas trop si facile que ça. Alors, la gravité de l'asthme, docteur. La gravité de l'asthme. La Moi, gravité de l'asthme, J'ai une amie qui est décédée de l'asthme comme ça. Hein, donc, ça me touche à chaque fois que je parle d'asthme. Bon, c'est une maladie dont il faut parler. Il faudrait qu'on connaisse réellement que c'est une maladie très grave. alors, au niveau de la gravité de l'asthme, cette gravité s'évalue sur plusieurs paramètres. On a tout un grand tableau pour évaluer l'asthme. Mais il y a d'abord la respiration. Comment est la respiration? Est-ce qu'il respire difficilement? Est-ce que quand il respire, on entend ça dans l'oreille? Est-ce que le cœur bat trop fort? Est-ce que la personne, quand on met le stéthoscope, on voit que même sans même le stéthoscope, on entend déjà que la personne siffle? Et l'état général de la personne, est-ce que la personne est consciente? Est-ce que la personne est agitée? Est-ce que la personne somnole? Tout ça là, c'est des éléments on met ensemble pour évaluer la gravité de l'asthme. Donc un seul ne suffit pas. Mais lorsqu'on a un ou deux qui sont beaucoup plus graves, on peut dire déjà que la personne a déjà atteint la gravité de l'asthme. Parce qu'il y a l'asthme, il y a la crise et il y a l'asthme grave. Alors, lorsque vous retrouvez, on dit que l'asthme est sévère d'abord. Si la personne a une difficulté à respirer et qui est déjà visible, vous voyez que la respiration est très rapide et que la respiration n'est pas complète, il respire de façon superficielle et que c'est trop fréquent. Et du coup, on dit que la personne est en dyspnée. Et quand c'est comme ça, sachez déjà que c'est déjà sévère, qu'il faut vite aller prendre en charge, sinon ça peut déboucher sur ce que vous ne souhaitez pas. Alors, ou bien la personne n'arrive du tout pas à rester tranquille, c'est-à-dire il est tellement agité parce qu'il se débat pour chercher Pour l'air. chercher l'air. Donc, ou bien carrément à un moment donné, il commence par être dans les vapes. Il ne dit pas des trucs qui sont cohérents, il commence par, vous voyez déjà qu'il n'est plus là. Courez parce que ça a déjà des signes neurologiques qui s'installent. Du coup, à ce stade-là, c'est déjà des graves qu'il faut courir. Si vous ne faites rien, il va entrer en coma. Parce qu'il va tomber dans les pommes et il peut ne pas se réveiller. Et dans ce genre de situation, si la personne a déjà des difficultés à respirer, que la bronche s'est bloquée et qu'il perd encore connaissance, il abandonne tout, l'air ne va pas rentrer. Si vous ne courez pas pour qu'on le mette sur l'oxygène, pour qu'on l'aide à mieux respirer, il va tout perdre et puis il peut mourir en quelques heures. Et vous n'allez pas comprendre. C'est des gens meurent comme ça et chez nous, on l'attribue à la sorcellerie. En même moment, vous sentez que la personne même peut vous dire que mon cœur bat trop vite, c'est comme si ça avait sorti de sa poitrine. Déjà, ça peut ne pas encore avoir problème de respiration, mais que le cœur commence pas à s'accélérer. Il s'est exposé, même si il s'est exposé à quelque chose, mais le cœur commence déjà par battre très fort pour pouvoir combler
ce déficit d'oxygène qui ne rentre pas là. Et que s'il n'y arrive pas, il y a une hyperventilation également pour pouvoir augmenter l'air qui entre. Les poumons vont commencer par réclamer davantage de l'air. Donc la personne va commencer par respirer de façon rapide. Et de la rapidité, les muscles du diaphragme du clavon vont se fatiguer et la personne va commencer par progressivement tomber dans les pommes et perdre la conscience. Donc déjà à ce stade, il faut savoir déjà que c'est grave. La même chose, j'ai parlé du cœur, j'ai parlé de la respiration. Maintenant, j'ai parlé de quelqu'un qui perd connaissance, qui est à l'état de somnolence et à un moment donné maintenant, le cœur qui bat très vite va commencer par battre maintenant très lente. Donc il a essayé de combler, il n'a pas pu, il commence par perdre sa capacité également, progressivement. Il s'agitait pour pouvoir respirer l'air, il n'y arrivait pas, il va commencer par somnoler, il va commencer par rentrer progressivement. Quand ça change de pôle, de rapide en faible, sachez que l'empêche est en train de vous lâcher. Si vous ne courez pas, vous risquez de le perdre. C'est ce que, en tout cas, aux alentours, tout ce que vous pouvez remarquer pour voir que ça commence pas à devenir grave chez une personne qui fait une crise d'asthme. Voilà. D'accord. On parle maintenant, ça c'était pour la gravité, les complications possibles. Alors, les complications possibles, déjà quand vous regardez déjà dans la gravité, vous avez déjà les complications. Oui, un peu, oui. Donc quand on dit complications, c'est que c'est déjà la gravité. Donc, quelqu'un qui a du mal à respirer, qui perd connaissance, c'est que c'est déjà une complication. Quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, que le cœur commence à battre trop fort, c'est déjà que c'est une complication. Voilà. Quelqu'un qui était là en train de se débattre pour respirer, maintenant perd connaissance, ou en train de somnoler, ou le cœur en train de devenir plus lent, c'est que c'est déjà compliqué. Et la complication fatale, c'est que c'est la mort. La personne peut se retrouver dans le coma et ne pas se réveiller. Et vous allez le perdre. En quelques minutes maintenant, on dit qu'il a fait une crise avant d'arriver à l'hôpital. Il a rendu l'âme. C'est généralement comme ça les crises. Maintenant, l'autre complication que la personne va vivre avec, peut-être chroniquement, de façon chronique, c'est-à-dire que la personne n'a plus une capacité pulmonaire pour lui permettre de mieux respirer profondément comme tous les autres. Il y a des activités. Elle n'a plus de capacité pulmonaire. Oui. En fait, ça devient insuffisant. Oui, ça devient insuffisant. Donc, l'air qui entre, passez dans l'évaluation et on va vous envoyer. On va vous faire des explorations fonctionnelles. Vous mesurez votre capacité à faire entrer l'air, votre capacité à faire sortir l'air, les résidus qui sont au niveau de vos poumons. On va tout évaluer pour pouvoir vous décrire le stade de l'asthme dans lequel vous êtes. Alors, ça arrive qu'il y en a qui sont à un volume un peu trop bas du moins, le l'air qui entre. Du coup, ils ont une respiration totalement superficielle et que ces gens de personnes ont du mal à accéder à certains postes. Donc, oui. Parce qu'il y a des activités où vous avez besoin beaucoup plus d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de capacité pulmonaire pour le faire et vous ne pouvez pas parce que si vous rentrez à vouloir le faire, vous allez tomber dans les pommes. Donc, ça réduit la capacité pulmonaire de la personne, ça réduit le niveau d'activité, ça réduit les efforts de la personne et là, la personne est obligée de se conformer à sa capacité pulmonaire. C'est ce qui fait que lorsque, par exemple, même certains joueurs qui tombent sur le terrain, qui meurent sur le champ, c'est parce qu'ils ont été au-delà de leur capacité cardiaque ou pulmonaire, et c'est ça qui est à l'origine. Donc ça peut arriver même exactement pour les asthmatiques qui vont vouloir chercher à faire au-delà de leur capacité. C'est bien, ils doivent faire le sport par exemple, mais attention, des sports limités à leur capacité pulmonaire. Et ça ne sert à rien de vouloir forcer. Il faut vous le forcer. Un enfant asthmatique par exemple, que vous faites le sport avec ses collègues au primaire ou au secondaire, et que vous voulez qu'il fasse de l'endurance comme les autres, et que vous voulez le mettre dans le même bateau, vous allez le tuer. Donc, il y a des métiers qui sont interdits aux asthmatiques selon le stade d'asthme. Oui, selon il y en a combien de stades des stades 1, 2, 3, 4, je crois. Et puis, léger, moyen, grave, ainsi de suite. Donc, maintenant, selon le niveau où vous êtes, vous-même déjà n'avez même pas besoin de vous dire de ne pas faire telle chose. Même quand vous allez commencer maintenant, vous savez déjà que la respiration, ça ne va pas vous arrêter. Parfois même des escaliers, parfois sur certains là, c'est difficile. En tout cas, chaque personne, on évalue le terrain, on évalue sa capacité, jusqu'à où tu peux aller. On dit, on te fixe des limites. Il ne faut pas dépasser les limites. Si tu dépasses les limites, ça peut être fatal pour toi, ça peut te faire trouver dans les pommes. Et on ne souhaite pas. On veut développer la capacité pulmonaire un peu plus, mais pas au-delà de la capacité, ni pas l'individu lui-même, parce qu'il y a les séances de kinésithérapie qui sont là, qui aident la médecine physique, qui aident ces gens de personnes à augmenter un peu plus leur ampliation thoracique et leur capacité à respirer. On les aide au mieux qu'on peut pour s'adapter à la maladie, pour vivre. Et aussi, l'État également comprend certaines situations de certains patients et adaptation de poste l'oblige pour qu'on les change de poste pour les permettre d'être toujours
actif, d'être toujours au service de l'État pour éviter de les mettre dans des positions où ils seront tout le temps en train de tomber malades, en train d'abandonner leurs postes. En ce moment-là, ils ne sont plus productifs pour la nation. Du coup, une adaptation des postes s'impose. C'est pour ça que les médecins de travail sont là également pour évaluer le terrain de la personne, pour aider, pour faire des propositions aux structures qu'il emploie. Tel poste peut être meilleur. Ou quelqu'un qui devient asthmatique et qui travaille dans une raffinerie, on ne peut pas lui demander d'aller faire là où il y a des vapeurs, là où il y a des poussières. Donc on peut trouver un autre poste dans lequel il ne va pas s'exposer à ces petites particules. Voilà. Donc on adapte son poste en fonction de son état, de sa capacité pulmonaire. D'accord. Voilà est-ce qu'on en guérit? Non, on n'en guérit pas. C'est à vie. Quand on l'a là, mais on peut ne pas faire de crise. C'est l'avantage. C'est que si c'est bien suivi. Facteurs de risque, on a parlé des allergies. Oui, il y en a des gens qui ont fait les asthmes 15 ans, 20 ans, que c'est bon. Ce n'est plus revenu jusqu'à qu'ils ont 50 ans, 60 ans. Donc, ça va dépendre de l'organisme de la personne, ça va dépendre des terrains, des comorbidités qui s'associent. Tout ça là, ça va dépendre de ça. Mais on ne peut pas dire que parce que tu es asthmatique, tu vas faire les crises jusqu'à mourir. Non. Tu peux faire des crises ponctuellement et tu t'adaptes. Et puis, tout le reste, vous allez entendre, il y a un des que j'ai fait l'asthme quand il était petit. Mais depuis l'enfance, je n'ai plus senti ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait juste de bronchiolite chez l'enfance, là, par exemple, 1 ou 2 épisodes, et que tout rentre dans l'autre. Ça fait également déjà l'asthme, mais que les parents ont compris les facteurs de risque, on les a envoyés chez l'allergologue, on les a envoyés chez le pneumologue, ils ont essayé de retrouver les facteurs de risque, on a essayé de les interdire de s'en approcher, et que ils ont permis à l'enfant de grandir normalement et l'enfant développe des réflexes, il développe des capacités et puis à la longue, même s'il s'expose, ce ne serait pas grave comme s'il s'était exposé quand il était tout petit. Donc c'est beaucoup plus mieux quand on a grandi que quand on est dans l'enfance. Le problème c'est que c'est dans l'enfance. Il faut tout faire dans l'enfance pour éviter que l'enfant soit asthmatique. Maintenant, s'il est asthmatique, il faut tout faire pour éviter des crises que ça se rapproche. Ça c'est le plus important. D'accord. Et quels sont les traitements adéquats pour l'asthme maintenant? Alors, le traitement de l'asthme, je ne vais pas entrer dans les fonds, mais je vais donner à la population ce qu'ils peuvent savoir, surtout en cas que vous avez un parent qui, c'est-à-dire, j'ai ma femme qui est asthmatique, quelles précautions il doit prendre, j'ai mon mari qui est asthmatique, quelles précautions il doit prendre, j'ai mon enfant qui est asthmatique, quelles précautions il doit prendre. La première chose, c'est d'abord déjà de commencer par retrouver ce qui peut déclencher la crise chez votre mari, chez votre femme ou chez votre famille. Vos parents. Si vous retrouvez, vous insistez sur le fait de pouvoir respecter les règles d'hygiène. Parce que s'ils ne respectent pas les règles d'hygiène, peu importe ce que vous allez faire, la personne va faire tout le temps des crises. Et c'est surtout quand c'est l'adulte, c'est compliqué. C'est difficile d'éduquer l'adulte, de dire non, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est difficile. Donc, mais il faut que l'adulte même soit conscient qu'il y a telle chose qui peut déclencher ma crise. Il faut que j'en évite parce que chaque fois que je fais une crise, si c'est des gens qui travaillent indépendamment eux-mêmes, quand il fait une crise et qu'il ne peut pas aller au boulot, il va perdre forcément des clients, il va perdre forcément des moyens financiers. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il faut éviter certaines situations pour éviter d'en arriver aux crises. L'autre chose, c'est que le plus courant qu'on a, c'est le salbutamol. C'est en forme de spray que les gens gardent toujours dans les sacs. Il faut toujours que chaque asthmatique a son Ventoline et qu'il a ça dans le sac. Peu importe là où il va, il doit pouvoir en avoir. Et toujours informer quelqu'un de proche que j'ai telle maladie. Que ça peut arriver, qu'ils sont en train de délirer, qu'ils sont en train de perdre les pommes, les moyens, qu'ils comprennent en même temps que, ah oui, il faut prendre mon Ventoline dans mon sac et m'aider à faire une bouchée ou 2 bouchées pour me permettre de mieux respirer. Ça débouche les bronches, oui, c'est ça? C'est un médicament qui permet de dilater les bronches. Et quand ça dilate là, l'air passe facilement et la crise s'améliore. Donc c'est le rôle de ces médicaments. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont plus efficaces à ce médicament, qu'il faut aller à un niveau supérieur, mais il faut aller consulter les spécialistes, les pneumologues, qui vont évaluer les terrains, voir quel type de médicaments qu'il faut ajouter à les terrains. Mais le plus courant et que tout le monde utilise et que ça marche, c'est le Ventoline et que chacun doit pouvoir trouver, même en pharmacie sans ordonnance. Tu y vas avec ta boîte, on te sert sans ordonnance. Non, parce que tu sais. Le premier achat est forcément sous ordonnance. Bon, quand tu viens à l'hôpital, on va forcément te faire l'ordonnance. Et quand tu achètes, désormais, tu prends la boîte. Il faut un diagnostic préalable. Oui, il faut un diagnostic. Il faudrait que vous avez l'asthme. Oui, il faut un diagnostic. Donc, si vous avez de la sinusite et que vous avez confondu ça avec de l'asthme que vous utilisez, vous allez voir que ça ne marche pas vraiment. Vous allez penser que pourquoi ça ne marche pas. Ou bien que vous avez une sinusite avec de l'asthme et que quand vous faites ça, il faut que ça entre dans les sinus, il faut que ça entre dans la truc là. Du coup, ça ne va pas rentrer parce que c'est bouché.
Donc, il faut traiter d'abord la sinusite, déboucher les sinus, ensuite, maintenant, pouvoir vous permettre de mettre votre ventoline et ça va facilement rentrer et faire son effet. Et la même chose, la sinusite également, il y a des traitements en spray qu'il faut pour permettre de déboucher les canaux qui permettent de faire entrer et sortir l'air. Et puis, le même traitement parfois pour l'asthme en spray. Ce n'est pas le salbutamol, un autre type de médicament en spray. L'asthme également, on peut l'utiliser pour la sinusite. En l'utilisant pour la sinusite, ça peut également calmer l'asthme parce que c'est des médicaments qui calment également l'asthme en voie orale, comme précis généralement dans l'asthme, en traitement de fond. Ces personnes-là ont un traitement de fond et un traitement de crise. Le traitement de crise, là, c'est qui est le Ventolin quand ça vient. Mais il y a un traitement de fond. Et ce traitement de fond-là, il faut les spécialistes pour évaluer d'abord ta capacité pulmonaire, tout ça là, pour savoir quel type de médicament on va te mettre pour te permettre de mieux adapter à ta pathologie et de vivre. Mais si la personne fait une crise d'urgence, est-ce qu'on a le temps de faire toutes ces analyses-là? On le soigne en devant une crise, on sait ce qu'il faut devant une crise pour calmer. Et quand la crise qui calme maintenant, là, on envoie maintenant chez les spécialistes pour des explorations poussées, pour connaître le terrain, l'exposition, la capacité pulmonaire, tout ça, le volume de gestion, tout ça là. Et voir maintenant quel traitement de fond qu'il faut faire. Mais en fait, le traitement de crise là, ça passe tout généralement. Tout rentre dans l'ordre. Mais il faut un traitement de fond après pour pouvoir permettre à la personne de ne plus faire souvent des crises parce que ça va permettre de désensibiliser la personne à ces facteurs de risque, surtout les allergènes. Parfois, on est obligé de faire intervenir également les allergologues qui vont identifier les différents allergènes qui créent le problème à la personne et la personne est mieux prise en charge, il respecte mieux les règles d'hygiène. Ça peut arriver quand on vous donne toute une liste parce qu'il faut se déplacer pour venir dans votre milieu de vie, prélever les éléments que vous avez dans vos entourages, aller l'analyser sur vous pour voir quel effet ça fait sur vous et identifier tous ces facteurs-là. Ça va permettre alors à ce que vous ayez moins de crises à la longue. Donc voilà un peu l'apport qu'il faut et que c'est important. Je dis en même temps que tous ceux qui sont asthmatiques et qui n'ont jamais consulté un pneumologue, de tout faire pour voir un pneumologue, pour pouvoir avoir des explorations poussées, pour pouvoir connaître les stades, les niveaux où ils sont dans les maladies et quel type de traitement est adapté à la situation actuelle pour éviter des crises, parce que c'est des crises qui sont souvent les plus fatales que si vous ne savez pas faire et que vous vous retrouvez dans un milieu où il n'y a personne pour vous aider, vous pouvez rendre l'âme. Et suppose que vous êtes allé acheter quelque chose ou aller au champ ou n'importe où et qu'il n'y a personne à côté, que vous faites une crise et qu'il n'y a personne pour vous aider, ça peut être fatal pour ces gens de personnes. Et encore que si vous êtes dans un endroit où il y a des objets tranchants et que vous tombez, et c'est sur les objets tranchants que vous tombez, vous voyez déjà que c'est difficile et que ça peut être fatal pour la personne. Donc, je demande à tous ces gens-là qui sont déjà asthmatiques de tout faire pour voir un spécialiste. Ça va les aider à connaître le niveau où ils sont dans les maladies, la capacité de leurs poumons et également l'inflammation au niveau de leurs bronches. Et on va les aider mieux à prendre en charge. Voilà, nous avons encore 10 minutes, docteur, 10 ou 15 maximum pour finir. Je pense que vous avez encore des précisions à faire avant qu'on ne parte. Oui. Quand je disais que c'est le meilleur des traitements, c'est d'abord les règles d'hygiène. Alors, je vais commencer par l'enfant parce que c'est l'enfant d'abord qui fait les épisodes de bronchiolite, ensuite il devient asthmatique. Quand il devient asthmatique, c'est avec ça il grandit et c'est ça il va faire des crises à l'âge adulte. Alors, la première chose que l'enfant sort, d'abord les erreurs à ne pas commettre, c'est que déjà d'exposer l'enfant au déodorant, au parfum ou pour espérer que l'enfant sente bon. C'est à ce niveau-là que ça pose problème. Parce que si déjà vous exposez l'enfant à des facteurs irritants, là, ça va déjà contribuer à l'enfant de commencer par avoir des difficultés à respirer, d'avoir déjà sa premier épisode de bronchiolite, il peut le faire déjà à la naissance, ou quelques jours, quelques mois, à la sa naissance, il va faire ses premiers épisodes, parce que vous avez le temps de l'exposer à ces facteurs, et qui sont irritants, qui sont difficiles pour lui. Et comme il ne peut pas parler, pour vous dire que je ne supporte pas ce à quoi vous m'exposez, il va faire la crise, et c'est en ce temps que vous allez courir. Donc, je vous demande, c'est le premier niveau-là qu'il faut éviter d'exposer les enfants. Au fur et à mesure, maintenant que l'enfant grandit, la première chose que vous devez éviter de faire, c'est quand vous avez des invités. Vous savez, c'est un peu mal poli de demander à un invité, non, il ne faut pas toucher mon bébé, non, prendre de l'alcool, non, mettre des bavettes. Et pour éviter ça, on met le bébé dans son berceau et que tout le monde regarde le bébé à travers. Maintenant, si vous voulez forcément, moi, j'ai des gels hydroalcooliques que je vais vous donner et que vous allez essayer de vous désinfecter les mains. Si je vois que votre voix est un peu enrouée, c'est-à-dire que vous êtes enrhumé ou que vous avez une grippe, je vous donne une bavette, c'est que vous placez d'abord avant de toucher au bébé. Parce que c'est là le problème, parce que vous allez transmettre le virus syncytial à l'enfant
et un virus méchant qui va déclencher directement toutes les pathologies, toutes les crises chez l'enfant. S'il veut développer des sinusites après, ça va dépendre de ça. S'il veut devenir asthmatique, ça va dépendre de ça. Donc, pour éviter d'en arriver là, il faut toujours prendre des précautions. Surtout quand vous êtes dans une famille où un parent proche ou un parent premier degré est asthmatique, il faut faire très attention parce qu'il y a une prédisposition génétique à avoir de l'asthme. Donc, il faut, ou les sinusites, sur un terrain atopique, il faut faire très attention pour ne pas amener vous-même vos enfants à développer de la sinusite, à développer de l'asthme. Alors, l'autre chose qu'il faut aussi éviter, c'est des bisous. Quand je dis des bisous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir un bébé sans faire bisous. Ça, il faut absolument éviter ça. Ils sont faciles à croquer. Et on a envie de faire bisous. Oui, c'est bon, mais... Surtout quand ils sont jolis, là. C'est bon, mais c'est dangereux pour l'enfant. Oui, parce que l'enfant est très fragile. Trop il vient de naître, il a besoin de temps pour former son immunité. Ne lui transmettez pas déjà des virus qu'il n'est pas capable de gérer. Et c'est ça qui va être à l'origine de tous les problèmes du bébé, à la langue. Et vous avez vu le bébé, vous êtes content, vous lui avez fait bisous, vous lui avez déjà déposé des trucs là sur la face qui vont finir par rentrer dans ses voies respiratoires. Et vous êtes déjà parti. Vous n'êtes même plus là. C'est la maman maintenant qui va commencer par avoir des problèmes. Et en ce temps-là, même là, elle ne fait même plus les liens avec votre bisou et la situation de l'enfant. Parce que vous êtes déjà parti. Elle sera mille lieues de penser que c'est telle action que vous avez eu à poser qui a créé toute cette situation-là. Donc, je vous en prie, c'est bien de faire les câlins, de faire les bisous. Mais on conseille généralement, si vous avez envie de faire bisous à un bébé, faites-le sur la poitrine ou derrière le cou, si vous voulez. Mais sur la face, il faut absolument éviter. Sur la main, parce qu'on ne va pas prendre le dos de la main, on va faire bisous sur le dos de la main. Mais sa propre main peut lui... Voilà. Maintenant, si c'est la propre maman, elle-même sait au moment où elle est enrhumée, elle est grippée, il suffit juste de se protéger, de se laver toujours les mains avant de prendre le bébé, de mettre une bavette, le temps que son rhume là, ça disparaisse un peu et l'enfant également sera mieux protégé. Si elle ne fait pas et qu'elle transmet le virus à l'enfant, ce sera la même situation. Ce n'est pas que c'est parce que c'est sa maman que le virus de sa maman est supportable à l'enfant. Non, virus c'est virus. Et quand l'enfant l'attrape tout petit, c'est toujours difficile pour les enfants à la langue de pouvoir se défendre, de pouvoir avoir une meilleure vie, parce qu'un enfant qu'on va déclarer asthmatique déjà 1 mois, parce qu'il fait un premier épisode, il fait un deuxième épisode, et après 1 mois, 3 mois, déjà il est déjà encore là pour le 3e épisode, il est déjà asthmatique. C'est difficile pour ces gens d'enfants d'être épanouis, parce qu'ils seront tout le temps en train de faire crise. Parce que vous allez les inscrire à l'école quand ils vont avoir 3 ans, 4 ans, et on va effacer les tableaux. On efface les tableaux une seule fois s'il est à côté. En même temps, votre enfant va commencer par s'éteigner, puis rentre à la maison avec le nez bouché complètement. Et là, c'est comme ça commence votre crise. Donc, c'est difficile pour ces enfants aussi de supporter, de mieux vivre avec ça. Donc, déjà, il faut déjà commencer par éviter ces genres de choses à l'enfant. L'autre chose également, c'est que si l'enfant est enrhumé déjà, vous devez apprendre à laver le nez de l'enfant. C'est le lavage des narines qui est le meilleur traitement et non de courir en pharmacie pour acheter des médicaments pour ne pas tousser, pour acheter des médicaments pour ne pas faire rhume. Ce n'est pas ça qui est le plus important chez un enfant. Parce qu'il n'arrive pas à se moucher, il n'arrive pas à drainer les mucus qui est dedans. Il faut l'aider à sortir. Et les parents qui mettent la bouche pour sortir ça, il faut arrêter. Parce que ça n'aide pas l'enfant. La bouche que vous avez déjà pris, que vous avez déjà mélangée avec tellement de choses, un enfant qui vient de naître, qui fait rhume, vous mettez la bouche dans son narine pour dire que vous voulez aspirer le rhume. Non, ça ne se fait pas. Il faut arrêter ça. Non. Parce que vous ne savez pas encore ce que vous déposez chez l'enfant. Des mycoses que vous déposez chez l'enfant. On l'appelle. On n'injecte pas, non? Bien dans la bouche que vous avez déposée sur la fosse nasale de l'enfant, vous savez ce que vous avez déposé en même temps? D'accord. J'ai dit de ne pas faire bisous. Imaginez maintenant que c'est juste maintenant directement jusqu'à aller aspirer. Vous ouvrez la bouche. Vous ouvrez carrément la bouche et vous aspirez, vous mélangez vos sécrétions. C'est très dangereux. Apprenez à laver le nez de l'enfant. On sait que nos parents, nos mamans, je le dis, n'aiment pas qu'on lave parce que l'enfant va pleurer, l'enfant va jacasser. On dit non, il ne faut pas le faire ça, que ça ne se fait pas. Nous, on ne doit pas faire ça. Nous, on a été des survivants. Oui, on a été des survivants. Et que malheureusement, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes capacités. L'organisme n'a pas les mêmes réactions que les enfants d'hier. Ce que les enfants d'hier supportent, vous faites ça à un enfant d'aujourd'hui, il ne va pas supporter. L'environnement aussi. Tout a changé. L'alimentation, ce n'est pas le même. Donc, tout n'est plus le même, tout a changé. Il faut comprendre qu'on a changé de génération et qu'il ne faut plus répéter les mêmes erreurs d'hier sur les enfants d'aujourd'hui pour éviter de compromettre leur avenir. Parce que hier, peut-être c'est à 20 ans, à 25 ans, vous avez fait votre crise. Aujourd'hui, à 3 ans, votre enfant va faire la crise parce que vous voulez faire ce que vous avez fait hier à vos enfants. Vous voulez le faire aujourd'hui encore aux enfants. L'autre chose, c'est que on a conseillé d'aller chercher les eaux de climatisation pour donner à des enfants qui font asthme ou des gens qui font asthme
faut faire attention parce que ça dépend de comment. Eau de climatisation. Oui. Ça guérit l'asthme? C'est ce que les gens disent. Ah. Ils vont chercher les eaux qui coulent là et puis ils utilisent pour dire qu'ils soignent l'asthme. Ils boivent ça? Je ne sais même pas comment ils utilisent. En tout cas, j'entends parler régulièrement chez les mamans qui viennent en consultation, surtout quand les enfants sont asthmatiques. C'est des histoires, en tout cas, je ne connais pas la physiopathologie, je ne connais pas le mode de fonctionnement, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'eau que vous prenez tombe dans les trucs sales, c'est que vous prenez des microbes encore que vous ingérez à l'enfant. Si je suppose que ça marche, ça calme un peu votre asthme, qu'est-ce qui provoque derrière encore? Bon. Un problème encore plus grave. Donc, ne cherchez pas des raccourcis, faites les choses comme cela se doit et vous allez voir que votre enfant va se porter mieux. Surtout que c'est une maladie dangereuse qui peut causer la mort. La mort, voilà. Encore que c'est un enfant, il faut faire attention. Encore un enfant ne va pas dire maman, j'ai du mal à respirer. Et quand il n'arrive pas à dire et que vous voyez carrément vous dormez la nuit, parce que j'ai dit que généralement ça se déclenche la nuit. Parce que les médicaments qu'on utilise pour traiter le fond de l'asthme, il y a l'organisme qui en sécrète dans la journée comme ça, mais en deuxième moitié de la nuit, la sécrétion baisse considérablement. Et à ce moment-là, en baissant, ça va déclencher la crise. Okay. En déclenchant la crise, est-ce que vous êtes en train de dormir, que vous n'avez pas, l'enfant ne peut pas se réveiller, dire maman, j'ai du mal à respirer. Vous pouvez vous réveiller le matin et voir que l'enfant ne respire plus. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter les consignes pour éviter d'en arriver là. Et ceux qui fument, ceux qui ont envie de fumer, évitez de le faire là où il y a les enfants. On a déjà vu des vidéos, des photos où les gens fument, ils donnent ça à les enfants fument. Un bébé de à peine 8 mois, 10 mois, il met de la cigarette dans la bouche de l'enfant pour que l'enfant fume. C'est dangereux parce que vous ne savez pas c'est quoi le terrain de l'enfant, vous ne savez pas c'est quoi ses particularités. Et quand vous faites ça, vous condamnez déjà la vie de l'enfant. Et je pense que l'enfant n'est pas pour vous seul, c'est pour nous tous et c'est pour l'État. Donc, vous ne devez pas faire quelque chose de façon en catimini qui va compromettre l'avenir de cet enfant parce que nous tous, on en a besoin. Parce que si nous sommes là aujourd'hui pour vous expliquer, c'est parce que nos parents nous ont permis d'être là pour pouvoir vous expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous explique les choses, on vous explique. Il faut aussi laisser l'enfant également être épanoui et grandir, pouvoir accomplir ce qu'il a à faire dans la société. Exactement. Donc, il faut éviter de s'exposer ces enfants-là à ces différentes choses. Maintenant, si vous avez des animaux de compagnie et que l'enfant s'amuse trop avec ces animaux de compagnie et qui fait souvent des rhumes, qui font souvent des tours, sachez que, attention, c'est un facteur de risque d'avoir les animaux de compagnie à cause de ses poils, ou bien vous avez acheté des peluches que l'enfant traîne partout là où il va et il fait tout le temps des tours et des rhumes. Il faut savoir retirer ces peluches-là parce que si ça donne des petits poils, ça peut être l'origine des problèmes de l'enfant. Ou que votre enfant fait des crises dans un milieu où même vous voyez que vous n'avez pas de fenêtre, ou bien la fenêtre est mal placée, que l'air ne rentre pas, l'air ne sort pas, que c'est mal aéré. Il faut savoir en même temps que votre enfant ne supporte pas l'endroit où vous êtes, il faut déménager. En clair, il faut observer son enfant. Il faut observer son enfant et les enfants parlent. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On a fait le tour. C'est ça que les téléspectateurs ont perçu le lien entre la sinusite et l'asthme. On a épilogué là-dessus, donc je crois que c'est clair. Le réflexe ici, si c'est des enfants, il faut les observer. Mais si vous-même vous êtes adulte, faites attention à vos allergies parce que les deux, les facteurs de risque, il y a les allergies dedans et d'autres domaines sur lesquels les deux également se retrouvent. Voilà pourquoi on parle de asthme et sinusite. Ainsi prend fin les échanges de Sans Tabou. Docteur, merci beaucoup pour le temps passé en compagnie des téléspectateurs qui vous remercient par ma voix. On va vous retrouver une autre fois, peut-être le lundi prochain, sur une autre thématique. Si ce n'est pas vous, c'est un autre professionnel. Mais si votre emploi du temps le permet, vous ne nous marchandez jamais votre disponibilité. Et nous vous remercions déjà pour cela. L'équipe de réalisation, de préparation et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Belle semaine à vous.